Dans la scène d'ouverture, un dragon terrestre émerge du sol et attaque 2 voyageurs inattentifs. Impuissants à se défendre, heureusement, avant que le dragon terrestre ne puisse frapper, Tatsumi, qui voyageait sur le même chemin vers la capitale, arrive et vainc rapidement le dragon. Les voyageurs reconnaissants s'approchent de Tatsumi pour le remercier de leur avoir sauvé la vie. Tatsumi leur dit gracieusement qu'il était heureux d'aider. Lorsqu'on lui demande sa destination, Tatsumi partage qu'il se rend à la capitale impériale pour se faire un nom. Cependant, les voyageurs le mettent en garde contre les individus sans scrupules vivant dans la capitale. Indifférent, Tatsumi reste ferme dans sa volonté et sa détermination, croyant qu'il peut renverser la situation en sa faveur. Tatsumi ignorait quel destin l'attendait à l'intérieur des murs de la capitale impériale. Continuant son voyage, Tatsumi arrive enfin dans la capitale animée. Sa première impression est celle de la luminosité et de la vitalité. Tatsumi se dirige vers la caserne, déterminé à s'inscrire comme chevalier. Cependant, lorsqu'il apprend qu'il ne peut pas immédiatement devenir officier commandant, il provoque une agitation et est rapidement expulsé de la caserne. Se vautrant dans son désespoir, Tatsumi est abordé par une dame blonde qui le réconforte et lui propose de lui montrer comment réussir en ville en échange de lui acheter des boissons. Naïf, Tatsumi l'emmène dans le pub le plus cher de la ville, lui achetant des boissons et un repas somptueux. Après avoir profité du repas gratuit, la blonde lui fait une autre offre, promettant de le mettre en contact avec quelqu'un dans l'armée en échange d'argent. Tatsumi remet tout l'argent qu'il a et la blonde s'en va. Ce n'est qu'à la fermeture du pub que Tatsumi réalise qu'il a été escroqué. Dépité, Tatsumi décide de dormir dans la rue devant le pub. Cette nuit-là, alors que Tatsumi dort dans la rue, il est découvert par une fille de noble nommée Arya. Sans hésitation, Arya arrête son carrosse et invite le voyageur fatigué dans son manoir. Tatsumi accepte avec gratitude son offre et suit Arya chez elle. À sa grande surprise, les parents d'Arya accueillent chaleureusement l'invité inattendu. Après avoir exprimé sa gratitude pour leur hospitalité, le père d'Arya s'enquiert du but de Tatsumi dans la capitale. Tatsumi partage alors son histoire. Il avait quitté sa maison à la campagne avec 2 amis proches, Sayo et Ieyasu, pour un voyage vers la capitale. Juste avant leur départ, le doyen du village avait donné à Tatsumi un artefact mystérieux pour sa protection et leur avait dit au revoir. Cependant, en chemin, le trio a été attaqué et Tatsumi n'a pas pu localiser Sayo et Ieyasu depuis. Ému par la situation de Tatsumi, le père d'Arya promet d'organiser une équipe de recherche pour retrouver les compagnons disparus de Tatsumi. Rempli d'un nouvel espoir, Tatsumi se retire pour la nuit, satisfait de son nouveau refuge. Le lendemain, Tatsumi accompagne Arya lors d'une excursion de shopping accompagnée de ses gardes. Alors qu'ils attendent qu'Arya termine ses achats, l'un des gardes informe discrètement Tatsumi de l'état inquiétant du palais impérial. Le garde révèle que l'empereur régnant n'est qu'une marionnette enfantine, répondant uniquement au premier ministre de la nation. Avant que Tatsumi ne puisse répondre, le garde couvre rapidement sa bouche et chuchote à propos des Night Raiders, un groupe d'assassins dédiés à renverser les dirigeants corrompus dans toute la ville impériale. Tatsumi écoute attentivement puis se concentre à nouveau sur l'aide à Arya avec ses affaires. Cette nuit-là, le chaos éclate alors que les Night Raiders lancent une attaque sur le manoir d'Arya. Vers minuit, Tatsumi se réveille au son d'un coup violent et se précipite dans le couloir. Regardant par les fenêtres, il réalise que le manoir est assiégé par les Night Raiders. Confus et incertain de ce qu'il doit faire, il regarde les gardes se précipiter pour affronter les assaillants, seulement pour les voir rapidement maîtrisés. Voyant les gardes tomber un par un, Tatsumi décide de protéger Arya. Il trouve une sortie et suit une piste récente, découvrant Arya et son entourage, fuyant vers un hangar à l'arrière. Juste à ce moment-là, un des assaillants apparaît et élimine rapidement l'entourage d'Arya. Alors que l'assaillant se prépare à tuer Arya, Tatsumi intervient, bloquant son chemin. L'assaillant, qui se révèle plus tard être Akame, exige qu'il s'écarte pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Cependant, Tatsumi est déterminé à sauver Arya. À ce moment-là, Leon, la fille blonde qui avait trompé Tatsumi plus tôt, arrive en tant que membre du groupe d'assassins. À ce moment-là, Akame est prête à attaquer Tatsumi. Elle frappe sa poitrine pour découvrir que l'artefact donné par l'ancien l'a protégée. Elle tente une deuxième entaille, mais Leon intervient, l'empêchant de tuer Tatsumi. Lorsque l'agitation finit par se calmer, Leon prend sur elle de révéler la véritable nature des bienfaiteurs de Tatsumi. Elle enfonce la porte de la remise, exposant une scène macabre remplie de corps démembrés. Parmi les victimes, Tatsumi aperçoit son amie Sayo, sans vie et couverte de sang, suspendue au plafond. Dans l'obscurité, son autre ami, Ieyasu, reconnaît la voix de Tatsumi et lui parle depuis sa cellule de prison. Arya, paniquée, essaie de fuir, mais Leon la ramène pour la confronter à ses actes. Au début, Arya feint l'ignorance à propos de la cabane, mais elle est bientôt obligée d'avouer. Il devient clair que sa jalousie envers les roturiers qui traversent la ville impériale a alimenté ses actions. Dans un moment de rage et de chagrin, Tatsumi se retourne et tue Arya pour venger ses amis tombés.
Les autres assassins regardent avec surprise sa détermination. Juste à ce moment-là, Ieyasu est libéré de sa cage, prenant ses derniers souffles. Dans ces derniers instants, il exhorte Tatsumi à promettre une vie meilleure pour lui-même et les autres dans la capitale. Alors que les assassins se préparent à partir, Leon soulève Tatsumi et l'entraîne vers leur repère. Malgré les protestations des autres membres, Tatsumi est finalement accepté dans les Night Raiders. Le lendemain, Tatsumi trouve un endroit tranquille dans les plaines herbeuses de la forêt pour enterrer ses deux amis. Alors qu'il rend hommage, Leon apparaît et demande s'il a finalement décidé de rejoindre les Night Raiders. Tatsumi recule, craignant qu'elle ne le maltraite à nouveau. Cependant, maintenant qu'il est l'un d'eux, Leon lui caresse affectueusement la tête et le ramène pour le présenter aux autres assassins. De retour au manoir, Leon présente Tatsumi à Shiel, une assassin douce mais mortelle qui sert d'aide à Min. Min, connue pour sa personnalité impertinente, aime taquiner tout le monde autour d'elle. Après avoir fait leur connaissance, Leon emmène Tatsumi rencontrer Bulat, également connu sous le nom de l'homme en armure. Bulat est grand et fort, mais il a un penchant pour les garçons, créant une atmosphère gênante entre lui et Tatsumi avant qu'il ne passe aux membres suivants. Ensuite, Leon conduit Tatsumi à Lub, le membre pervers du groupe. Il trouve Lub en train de reluquer la piscine, espérant apercevoir des filles en train de se baigner. Leon le gronde avant de passer au membre le plus dangereux, Akame. Il découvre Takame assise près d'un grand feu, savourant du poisson grillé. Tatsumi est surpris par la taille du poisson qu'elle mange. Alors qu'ils discutent de leur défi, le chef des Night Raiders revient d'un voyage, réprimandant Leon pour son comportement antérieur et la faisant supplier de lui pardonner. Ensuite, il s'enquiert du nouveau recrue. Leon explique que Tatsumi est quelqu'un qu'ils cherchent à former. Le chef convoque une réunion d'urgence pour discuter des développements récents. Avant d'entrer dans les détails, il demande à Tatsumi pourquoi il veut rejoindre leur rang. Tatsumi mentionne quelques préoccupations qui entrent en conflit avec leur mission et vision. Cependant, le chef le persuade habilement de rejoindre le groupe Night Raid. À la fin de la réunion, Tatsumi ressent un nouveau sens du but. Avant de laisser Tatsumi s'emballer, le chef l'avertit des risques de rejoindre. Si un membre est capturé lors d'une mission et exécuté, il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver cette personne d'une mort immédiate. Cependant, s'ils réussissent, il pourrait restaurer la nation à sa gloire passée. Tatsumi acquiesce aux paroles du chef et exprime finalement son engagement à rejoindre leur rang à condition que son village soit compensé pour tout le travail et les ennuis. Maintenant, la seule tâche restante est de former leur nouveau membre, Tatsumi. Son premier partenaire d'entraînement est Takame, qui s'occupe de la cuisine dans la maison. Le lendemain, Tatsumi rejoint Akame dans la cuisine pour préparer un repas pour toute la famille. Une fois la cuisine terminée, Min taquine Tatsumi avant de sortir. Ensuite, Akame l'emmène pêcher dans un étang voisin. À leur arrivée, elle enlève ses vêtements et plonge dans l'eau, attrapant des poissons à la main. Cette nuit-là, Tatsumi parvient à attraper 2 thons de rivière et prépare un délicieux déjeuner pour le groupe. Pendant le déjeuner, le chef présente une nouvelle mission à l'équipe. Il révèle qu'un marchand de pétrole injuste nommé Gamal travaille avec un ogre, l'un des soldats les plus forts. Ensemble, ils accusent des innocents pour couvrir leurs crimes et les exécutent publiquement. Cette situation ne peut pas continuer. Récemment, l'ogre a tué un homme innocent, laissant sa femme dévastée et désespérée au point de vendre son corps pour de l'argent. Avec cet argent, elle a engagé les Night Raiders pour éliminer les 2 hommes responsables de la mort de son mari. Comme Akame, Bulat, Min et Shiel sont déjà recherchés, Tatsumi les accompagnera dans cette mission. Reconnaissant pour l'opportunité, Tatsumi promet de rendre justice à l'ogre et à son complice. Le chef reconnaît ses remerciements et lui permet de se préparer pour sa première mission. Avant de partir, Akame avertit Tatsumi de ne jamais être trop arrogant avant une mission, car cela pourrait lui coûter la vie. En route vers la capitale, Leon partage des informations sur Akame. Elle explique que lorsqu'Akame était plus jeune, elle et un groupe d'amis ont été capturés et formés comme assassins axés sur la survie. Lors d'une de ces missions, elle a rencontré leur chef et a été recrutée dans les Night Raiders. Avec cet aperçu, Tatsumi commence à comprendre le comportement d'Akame envers lui. Le duo se sépare, avec Leon et Akame s'occupant du marchand de pétrole, tandis que Tatsumi isole le commandant de l'armée, Ogre. Initialement, Ogre semble être un homme sans défense, cherchant une place dans l'armée. Cependant, lorsqu'il tourne le dos, Tatsumi saisit l'occasion de frapper, portant un coup. À sa grande surprise, Ogre se réveille soudainement et le frappe à la tête, déclenchant le vrai combat. Tatsumi lutte pour sa vie dans la première moitié de la bataille, tandis qu'Ogre le nargue en insultant les âmes de ceux qui l'a tué, ce qui énerve encore plus Tatsumi. Tatsumi saute haut dans les airs et vainc Ogre une fois pour toutes. Rentrant chez lui avec fierté, Tatsumi se vante de sa victoire à Akame. Elle lui enlève son maillot en souriant en découvrant qu'il est indemne. Tatsumi est surpris par l'ouverture d'Akame, ce qui l'incite à partager ses pensées également. Leon le taquine comme d'habitude, le laissant rougir de gêne. Quelques jours passent et une nouvelle mission arrive. Cette fois, le patron envoie tous ses assassins après l'ennemi, soupçonné d'être un groupe rival d'assassins qui a réussi à s'échapper dans la forêt. Alors qu'ils poursuivent leur cible,
Bulat revêt sa relique d'armure impériale, Incursio, et la montre à Tatsumi avant de continuer la recherche. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Akame rencontre 3 assassins qui la sous-estiment. Avec une précision rapide, elle les élimine avec sa lame maudite, puis retourne rejoindre ses camarades. À proximité, Min vise avec son arme impériale, abattant les assassins en fuite à distance. Léon les soutient avec ses formidables capacités sauvages, tandis que Lub utilise ses fils barbelés pour abattre la seule femme assassin du groupe. Après l'avoir éliminée, il jette un dernier regard avant de s'éloigner. Bulat, quant à lui, fait face à une nuée d'attaquants, mais grâce à sa vitesse incroyable avec la lance, il les vainc tous en un seul mouvement rapide. Après leur mission réussie, les assassins retournent à leur repère. Cette nuit-là, Tatsumi se réveille, réfléchissant au groupe incroyable qu'il a rejoint. Il pense au visage de Bulat, se ramenant à la réalité pour s'assurer que ses pensées restent appropriées. Soudain, les souvenirs de ses amis décédés envahissent son esprit et il se résout à ne jamais oublier les promesses qu'il leur a faites. Le lendemain matin, Tatsumi se réveille impatient de trouver Min. Il rencontre Shield et un autre assassin, leur demandant le chemin de la chambre de Min. Comme Min est connu pour se lever tard, Tatsumi décide de la réveiller lui-même. Il trouve sa chambre et entre sans frapper. À sa grande surprise, il découvre Mine en train de s'habiller. Gênée, elle crie et tire sur lui avec son arme. Heureusement, Tatsumi esquive le tir et s'excuse rapidement d'être entré sans permission. Le vacarme réveille les autres assassins. Plus tard, Min s'habille et se rend en ville avec Tatsumi. Alors qu'il se promène dans les rues, Tatsumi commence à remarquer la dure réalité qui l'entoure, observant de nombreuses personnes malheureuses à la recherche d'une vie meilleure. Il partage ses réflexions avec Min, et tandis qu'ils discutent, ils aperçoivent 2 brutes harcelant une petite fille dans une ruelle. Min chasse rapidement les brutes et continue son chemin avec Tatsumi. En errant dans les rues, il tombe sur 4 avis de recherche montrant certains de leurs compagnons assassins. Tatsumi fronce les sourcils en voyant une photo de Bulat avant qu'il ne les rejoigne, réfléchissant à combien les choses ont changé. Le duo poursuit son voyage pour trouver de nouveaux vêtements. Plus tard dans l'après-midi, ils s'installent dans un restaurant en plein air pour un déjeuner léger. Pendant leur repas, Tatsumi manque de respect à Min sans le vouloir et lui répond. En réponse, Min se lève et le frappe pour son insolence. Une fois qu'elle a terminé, elle devient sérieuse et rappelle à Tatsumi son inexpérience. Tatsumi admet être inexpérimenté, mais insiste sur le fait qu'il n'abandonnera pas de sitôt. À ce moment-là, une foule se rassemble sur la place publique pour assister à une exécution. En regardant, tous deux sont hantés par des flashbacks de leurs expériences passées. À leur insu, le jeune empereur est sur le point de condamner un autre homme à mort pour avoir défié ses ordres, malgré de multiples avertissements de ses subordonnés. Le premier ministre, un homme corpulent avec de la nourriture dans la bouche, apparaît et exhorte l'empereur à procéder à l'exécution sans remords. Après que le jugement soit prononcé, le premier ministre s'approche de l'homme condamné, promettant de s'occuper de sa belle épouse pendant son absence. Finalement, Tatsumi et Min retournent à leur repère pour apprendre qu'ils ont une nouvelle mission. Cette fois, ils doivent cibler Isokol, un parent éloigné du premier ministre. Cette nuit-là, Tatsumi, Mine et quelques autres se dirigent vers le manoir d'Isokol. Ils installent un camp juste à l'entrée principale et Min prépare son fusil de sniper impérial, une arme conçue pour éliminer des cibles uniques. Elle vise et tire un coup fatal à la tête d'Isokol. Ensuite, elle se prépare à emmener Tatsumi dans la forêt. Alors qu'ils font leur chemin de retour, ils envisagent d'éliminer les gardes d'Isokol mais décident de ne pas le faire, sachant qu'ils ont été formés aux arts martiaux de la capitale et préfèrent ne pas prendre de risques inutiles. Min partage son histoire avec Tatsumi, révélant sa détermination à restaurer la gloire passée de son pays et à vivre de l'argent qu'elle gagnerait à la retraite. En arrivant à leur point de rendez-vous, ils ne trouvent personne qui les attend. Soudain, un des gardes d'Isokol apparaît et les défie en combat. Min tire sur le garde, mais il esquive gracieusement et avance vers eux. Tatsumi saisit l'opportunité, immobilisant le garde pour donner à Min un tir dégagé. Elle lève son arme et tire, créant un trou dans la poitrine du garde et le tuant instantanément. Après avoir éliminé le garde, Min se tourne vers Tatsumi, dont les cheveux sont roussis par les tirs. Bientôt, les autres arrivent, et ils retournent tous ensemble à la planque. Dans les endroits sombres de la ville, Xenk l'assassin apparaît avec sa relique impériale et part en pleine nuit pour traquer ses victimes. Ses premières victimes, une dame et son mari, le supplient d'épargner leur vie. Xenk rit de manière maniaque en levant la tête de la dame en l'air, la narguant de parler s'il la libère. Elle promet de le faire, mais avec un rire sinistre, Xenk arrache sa tête de son corps, se délectant de sa cruauté. Le lendemain, Tatsumi se lève tôt pour s'entraîner avec Bulat. Bulat le guide, tenant son corps pour lui enseigner la bonne posture pour manier une épée. Après plusieurs heures d'entraînement, Akame les appelle pour le petit déjeuner. Une fois leur repas sain terminé, Tatsumi observe Akame et est surpris par la rapidité avec laquelle elle mange. Pendant ce temps, le chef est vu près de la rivière, s'occupant d'un soldat grièvement blessé, coincé sous une roche. Avant de mourir, le soldat remet au chef une liste d'individus qui ont promis leur soutien pour la révolte. Le chef accepte la note, permettant aux soldats de reposer enfin en paix. Lors de leur réunion nocturne,
le chef informe le groupe d'un tueur en série qui décapite des gens chaque nuit. En entendant la description de l'assassin, l'équipe déduit rapidement qu'il doit s'agir de l'ancien bourreau impérial. Xenk, autrefois bourreau bien connu pour une prison importante de la capitale, Xenk décapitait régulièrement des gens jusqu'à ce qu'il développe un goût pour le meurtre et quitte son emploi. Depuis qu'il a acquis sa relique, il est en pleine frénésie violente. Tatsumi fait une grimace amusante en réponse, ce qui lui vaut des remarques taquines des autres. Curiosité éveillée, il demande l'origine des reliques impériales dont il a entendu parler. Le chef commence à expliquer l'histoire des reliques impériales. Tout a commencé il y a environ 1000 ans, lorsque le créateur de leur empire actuel était profondément préoccupé par la protection de sa jeune nation. Craignant la possibilité qu'elle tombe entre les mains de mauvais dirigeants, il a cherché une solution qui permettrait au peuple de lutter contre de telles menaces à l'avenir. Après des années de réflexion, il a conçu un plan pour créer des armements imprégnés de la sagesse de 1000 forgerons et magiciens. Une fois le décret émis, l'empereur a rassemblé les meilleurs forgerons du monde entier pour forger 48 reliques impériales. Après que chaque relique ait été fabriquée, l'empereur les a confiées à des gardiens choisis pour protéger leur pouvoir. Pendant un temps, la paix a régné sur le pays. Cependant, il y a 500 ans, pendant une guerre civile brutale, la moitié des reliques a été volée et dispersée à travers le continent. Les assassins ont réussi à récupérer une relique pour eux-mêmes, leur conférant un pouvoir pouvant rivaliser avec 1000 hommes. Après cette leçon d'histoire, chaque assassin présente son propre artefact. Le relique impérial d'Akame et l'épée maudite, Murasame, connue pour empoisonner toute surface qu'elle coupe. À ce jour, aucun antidote n'a été découvert pour ses effets mortels. La relique de Léon est une ceinture appelée le maître des bêtes, qui confère à son porteur la force et l'essence d'une bête pendant le combat. Min manie le canon spirituel Pumpkin. Ensuite, il y a la relique de Bulat, l'armure démoniaque Incursio. Cette armure offre une défense absolue à celui qui la porte. Jub possède le Crosstail, un fil polyvalent capable de détecter les pièges et de trancher ses victimes. Le relique de Chill, connu sous le nom de Bissecteur absolu ou extase, confère à son utilisateur la capacité de couper à travers n'importe quel matériau connu. Cependant, chaque fois que deux utilisateurs de reliques s'affrontent, l'un d'eux doit mourir, ce qui signifie que si l'un d'eux rencontre Xenk, il doit s'assurer de la victoire ou faire face à la mort. Tatsumi ressent une vague de peur face aux implications de leur discussion, mais ses collègues le rassurent rapidement. Il réalise à quel point ses coéquipiers sont redoutables et se tourne vers le chef, demandant à propos de sa propre relique impériale. Le chef sourit et dit à Tatsumi de ne pas s'inquiéter. Un jour, il trouvera une relique qui convient à son style de combat. La discussion terminée, le chef se lève de son siège et commence à exposer les détails de leur prochaine mission. Plus tard dans la nuit, Akame et Tatsumi naviguent furtivement dans la ville, à la recherche de Xenk. Alors qu'ils se déplacent dans l'ombre, ils discutent des effets du poison de la lame d'Akame. Elle exprime ses frustrations à propos de la manipulation de l'épée maudite, notant que sans antidote, elle doit être extrêmement prudente pour éviter de se couper. À leur insu, Xenk est déjà au courant de leur présence, ayant utilisé sa relique impériale pour les localiser. Il identifie Tatsumi comme le maillon faible et décide de l'enlever en premier. Après avoir pris une pause rapide dans une ruelle hors de vue d'Akame, Tatsumi voit une apparition de Sayo, son ami décédé, lui faisant signe de la suivre jusqu'au sommet d'une tour voisine. Lorsque Tatsumi atteint la tour, Xenk se révèle et commence à lire les pensées de Tatsumi, choquant le jeune homme. Réalisant qu'il doit gagner du temps pour qu'Akame le trouve, Tatsumi se prépare à une confrontation. Il déduit que la relique impériale de Xenk est un protecteur de front qui lui permet de lire les pensées et de voir les gens à distance. Agacé et déterminé, Tatsumi se jette sur Xenk attaquant de toutes ses forces. Malheureusement, sa force s'avère insuffisante contre le redoutable Xenk, qui le blesse facilement. Malgré la douleur, Tatsumi continue de se battre, criant pour qu'Akame l'entende. Xenk, savourant le tourment, incite Tatsumi à supplier pour sa vie, croyant que cela lui donnera assez de temps pour que ses amis arrivent. Dans un moment de désespoir, Tatsumi se renforce et parvient à porter un coup à Xenk, mais il est rapidement frappé par derrière. En colère, Xenk riposte, mais alors qu'il s'apprête à porter un coup fatal, Akame arrive juste à temps. En entendant Tatsumi crier son nom, Xenk décide de la prendre au sérieux. Il utilise son protecteur frontal pour la scanner à la recherche d'armes cachées, mais ne trouve rien, se préparant à une attaque. Akame engage Xenk dans un combat, mais au fur et à mesure que le combat progresse, elle réalise l'étendue de son pouvoir. Elle calme son esprit, le vidant de toute pensée pour empêcher Xenk de la lire. Akame l'attaque à l'aveugle, mais Xenk utilise ses émotions contre elle, prenant le dessus. Lors d'une confrontation tendue, Xenk provoque Akame, lui demandant si elle entend encore les voix de ceux qu'elle a tués. Akame, cependant, affirme qu'elle ne le fait pas. À ce moment-là, Xenk utilise son pouvoir pour projeter une apparition de l'ancienne amie d'Akame, tentant de la figer sur place. À sa surprise, Akame sort rapidement de l'illusion et le tranche à la poitrine. Xenk est surpris, lui demandant pourquoi elle a pu surmonter la vision. Akame répond que si elle était vraiment son amie, elle la tuerait quand même. Dans un dernier acte de miséricorde, Akame accorde à Xenk la mort qu'il a longtemps cherchée, le libérant du tourment des voix de ceux qu'il a tués. Dans ces derniers instants, Xenk remercie Akame de l'avoir libéré de ses démons intérieurs. La mission accomplie,
Xenk rend son dernier souffle. Le lendemain, tandis que Tatsumi rend hommage à ses amis disparus, Akame lui rend visite, l'exhortant à se recentrer sur son entraînement. Elle souligne l'importance d'affiner ses compétences, sachant que les défis à venir ne feront que devenir plus redoutables. Le matin suivant, Tatsumi fait un rêve étrange. Dans celui-ci, Sayo et Ieyasu semblent avoir enfin trouvé la paix, laissant Tatsumi entre les mains de ses nouveaux amis. Lorsqu'il se réveille, il trouve son nouveau maître, Chill, dormant à proximité. Il observe la fille maladroite alors qu'elle laisse tomber ses lunettes et tâtonne, essayant de le saluer. Cela rend Tatsumi curieux de savoir quelle pourrait être sa capacité spéciale. Au petit déjeuner, les autres expriment leurs inquiétudes concernant Chill, qui est associé au turbulent Tatsumi. Le chef tente de détendre l'atmosphère avec une blague, mais ne réussit qu'à dégoûter tout le monde. L'atmosphère change alors qu'il taquine Jube, et le groupe continue sa journée. Pour sa première séance d'entraînement, Tatsumi est soumis au défi de nager en armure lourde. Après avoir réussi le test, Chill l'informe qu'elle a du mal, formation à lui donner parce qu'elle se sent sans emploi. Quand Tatsumi demande pourquoi, Ciel explique que sa maladresse l'a fait échouer dans tous les travaux qu'elle a essayé de faire dans la maison. Curieux, Tatsumi s'enquiert de la raison pour laquelle il ne l'a pas vue avec les autres à la fin de leur première mission. Ciel bafouille et hésite, incapable de fournir une explication claire. Sentant son malaise, Tatsumi l'encourage à partager son histoire. Ciel révèle qu'elle a toujours été maladroite de nature, ce qui a conduit les autres à la mépriser. La vie est devenue insupportable car elle a perdu son sens de la vie. Dans sa quête de reconnaissance, Ciel a parfois agi de manière inhabituelle pour attirer l'attention. Une nuit, elle a rencontré une femme qui s'est intéressée à elle. Elles se sont rapidement liées d'amitié et sont devenues meilleures amies, passant du temps ensemble dès qu'elles le pouvaient. Cependant, une nuit fatidique, l'ex-petit ami de la femme, sous l'emprise de drogue et d'alcool, est venu chercher des ennuis. Il a harcelé l'ami de Ciel, menaçant de la tuer. Sans hésitation, Ciel a tué l'homme, ressentant un sentiment de but et de bonheur pour avoir débarrassé le monde d'un vaurien sans valeur. Tandis que son ami tremblait de peur, le verdict a affirmé que Ciel avait agi en légitime défense. Après sa libération, les amis de l'homme ont cherché à se venger. Ciel est restée calme et les a éliminés un par un. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert son véritable but dans la vie, nettoyer la ville des ordures qui l'a hantée. Tatsumi écoute attentivement, se sentant inquiet et compatissant pour Ciel. Cependant, elle le rassure de ne pas s'inquiéter du tout, soulignant qu'elle a trouvé sa voie et qu'elle est déterminée à se battre pour un avenir meilleur. Ce soir-là, tout le monde se rassemble pour regarder Tatsumi alors qu'il se prépare à mettre le relique impérial protecteur de front, impatient d'essayer de lire l'esprit d'Akame sans l'activer. Léonie, le regardant attentivement, l'avertit de ne pas se précipiter et d'attendre qu'il soit activé avant d'essayer de l'utiliser. Une fois activé, Tatsumi teste avec impatience le pouvoir de la relique, essayant de voir à travers les vêtements des filles autour de lui. Cependant, la relique le rejette bientôt, ce qui pousse les autres à l'enlever rapidement de son front et à l'envoyer au laboratoire pour des recherches supplémentaires. Alors que l'atmosphère change, le chef présente à Tatsumi un livre rempli de détails sur toutes les reliques impériales jamais créées. Intrigué, Tatsumi feuillette les pages et demande au boss quelle est la relique la plus puissante. Le boss répond que, selon lui, la relique la plus puissante est celle qui contrôle la glace. Cependant, il note que l'utilisateur n'est pas dans la capitale. Au lieu de cela, il est occupé à soumettre et conquérir des terres dans la partie nord du continent. Cet utilisateur, connu sous le nom de Eros Numaseika, est célébré comme un guerrier fort avec un esprit vif et une grande intuition. En réponse à la menace imminente, l'Empire a lancé des plans pour envahir le nord avant que Numaseika ne puisse amasser suffisamment de pouvoir. Tatsumi, se sentant déterminé, assure au chef qu'ils trouveront tous les reliques et les utiliseront pour ressusciter ses amis tombés. Cependant, Bulat intervient, rappelant à Tatsumi qu'il n'existe aucune relique capable de ramener les morts. Si un tel pouvoir existait, l'empereur qui a créé les reliques serait encore en vie. Cette révélation frappe Tatsumi de plein fouet et il se retrouve à revisiter les tombes de ses amis une fois de plus. Alors qu'il se tient là, les larmes coulant sur son visage, Ciel s'approche et le surprend dans son moment de chagrin. Elle l'enlace dans un câlin réconfortant et l'encourage à tout laisser sortir, à pleurer davantage pour que ses soucis puissent enfin être libérés. Reconnaissant pour son soutien, Tatsumi remercie Ciel et se permet de pleurer doucement dans ses bras, sentant le poids de ses émotions commencer à s'alléger alors qu'il partage ce moment de vulnérabilité avec elle. À plusieurs milliers de kilomètres au nord, Esdith, la chef impitoyable de l'armée de l'Empire, se tient victorieuse sur le héros qui maniait la relique de glace. Dans un acte d'humiliation, elle le force à lécher ses pieds, lui retirant sa dignité. Après avoir complètement déshonoré l'ancien héros du Nord, elle le tue sans la moindre hésitation, sa soif de sang et de pouvoir la poussant à chercher un ennemi assez fort pour satisfaire son envie insatiable de tuer. Le lendemain, Léon emmène Tatsumi dans les bas-fonds où elle a grandi. Alors qu'ils naviguent à travers les rues animées des bas-fonds de la capitale, tout le monde reconnaît Léon, la saluant chaleureusement, y compris certaines des personnes qu'elle avait escroquées dans le passé. Leurs interactions révèlent un mélange de nostalgie et de regret pour Léon, qui a parcouru un long chemin depuis ses jours dans les bidonvilles. Pendant ce temps, un émissaire du Sud arrive à la cour de l'empereur, apportant des nouvelles alarmantes concernant les généraux. La salle d'audience éclate de désespoir à cette nouvelle, mais le jeune empereur exhorte tout le monde à rester calme et patient, suggérant d'attendre que
les déserteurs fassent une erreur qu'ils pourront exploiter. Le Premier ministre soutient cette stratégie, mais déplace l'attention sur une menace plus immédiate, les Night Raiders. Il insiste pour qu'S10 revienne du nord, convaincu qu'avec sa force éprouvée, elle n'aura aucun mal à éliminer les Night Raiders. De retour dans les bidonvilles, Tatsumi se retrouve séparé de Leon. Alors qu'il cherche les rues chaotiques pour la retrouver, il rencontre de manière inattendue Seryu, qui manie la relique impériale connue sous le nom de Hécatonchier. Cette relique vivante est connue pour ne nuire qu'à ceux jugés mauvais, s'interrogeant sur sa présence dans une zone si désolée. Il explique qu'il a perdu la trace de son groupe et sans hésitation, Seryu propose de l'aider. Prenant la main de Tatsumi, Seryu l'incite à décrire son dernier emplacement connu. Alors qu'il retourne vers la capitale, Tatsumi demande des informations sur son relique impériale. Seryu explique qu'elle est la seule personne avec qui Hécatonchier peut vraiment se lier, soulignant la connexion unique qu'ils partagent. Alors qu'il se précipite vers son bureau, les pensées de Seryu dérivent vers son ancien patron, qui a été tué par un assaillant inconnu. Une détermination féroce s'allume en elle, alors qu'elle jure de se venger de la personne ou du groupe responsable de sa mort, sa résolution se renforçant à chaque pas qu'ils font vers la capitale. Cette nuit-là, Leon et Tatsumi se dirigent vers le quartier rouge de la capitale, avec l'intention de faire tomber les barons de la drogue qui ont kidnappé des femmes. À leur arrivée, Léonie dépasse les gardes, cachant rapidement Tatsumi et elle-même dans le plafond. Elle localise habilement la bonne pièce et ouvre une trappe, permettant à Tatsumi de jeter un coup d'œil et d'observer la scène en dessous. À son horreur, il découvre des centaines de femmes entassées dans une pièce remplie de fumée violette, leurs conditions désastreuses. Alors qu'il observe, deux hommes entrent dans la pièce, discutant de leur plan pour abattre l'une des femmes et la remplacer par le prochain chargement. Voir le mauvais traitement des femmes enflamme une colère chez Leon et Tatsumi. Ils décident de mettre fin à cette injustice cette nuit même. Avec une explosion d'énergie, ils font irruption dans la pièce, confrontant les vieux hommes et leur fils terrible. Dans une démonstration rapide et brutale de puissance, ils éliminent les ordures en un clin d'œil. Les hommes implorent pour leur vie, mais Leon refuse froidement leurs supplications, déterminé à purifier la ville de leur saleté. Après avoir libéré les femmes avec succès, Leon et Tatsumi rentrent chez eux à travers les rues sombres. En marchant, Tatsumi demande à Leon ce qu'il adviendra des filles qui ont été kidnappées. Leon le rassure en disant qu'elles seront emmenées chez un médecin à la campagne pour recevoir des soins appropriés. Saisissant l'occasion, Tatsumi taquine joyeusement Leon, mais sa légèreté se retourne contre lui lorsqu'elle l'appelle mignon et lui lèche l'oreille de manière inattendue, le laissant déconcerté. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Min et Chill rentrent chez eux après avoir terminé leur propre mission. Alors qu'ils naviguent dans les rues, ils rencontrent Seryu qui leur barre le chemin. Avec une expression féroce, elle sort un journal et identifie l'un d'eux comme membre des Night Raiders, un groupe qu'elle méprise. Les yeux de Seryu brûlent d'une intention meurtrière, alors qu'elle promet de rendre leur mort rapide et sans accroc. Malgré les tentatives de Min et Chill pour apaiser sa douleur et la raisonner, Seryu reste résolu, refusant de reculer. Dans un mouvement soudain, Mine lance la première attaque, tirant son artillerie sur Seryu. Cependant, la relique impériale de Seryu, Hécatonchier, s'active pour bloquer l'attaque. En réponse, Chiel lève rapidement sa relique en forme de lame, Extase, pour bloquer les frappes entrantes. Min vise et tire un trou dans le flanc du chien massif, mais à sa stupéfaction, la blessure guérit presque instantanément. Réalisant la force redoutable de Hécatonchier, Min déduit que le chien possède un noyau qui lui permet de régénérer ses parties du corps à volonté. Chiel ordonne à Hécatonchier de régénérer ses bras et d'attaquer les deux ennemis. Le chien obéit, créant de nouveaux membres et se jetant en avant pour une autre attaque. Pendant ce temps, Seryu souffle dans son sifflet, appelant des renforts, tout en retenant Min et Chiel. Profitant du chaos, Chiel réduit la distance avec Seryu, activant sa capacité cachée Extase. Son épée brille d'une lumière éclatante alors qu'elle attaque à des vitesses incroyables. Elle poursuit Seryu dans la forêt voisine, réussissant à lui couper les deux bras. Cependant, Seryu trompe habilement Chiel en lui faisant croire qu'elle est désarmée. Lorsque Chiel baisse sa garde, Seryu matérialise des pistolets à partir de ses bras sectionnés et tire sur elle. Chiel réagit rapidement, bloquant les tirs et coupant les pistolets des bras de Seryu. Dans un geste désespéré, Seryu ordonne à son chien, Koro, de grandir et de se transformer en loup, augmentant ainsi sa force. Le chien monstrueux obéit et se jette sur Min, visant à l'écraser. Mais juste avant que Koro ne puisse exécuter l'attaque, Chiel intervient, coupant la main du chien et libérant Min de son emprise. Cependant, dans un moment de distraction, Chiel est prise au dépourvu et se fait tirer dessus par le pistolet buccal de Seryu. Koro, maintenant avec une main supplémentaire, mord Chiel, la déchirant en deux. Min, rempli de rage et de détermination, se précipite vers Seryu, décidé à mettre fin à sa vie. Mais juste au moment où elle est sur le point de l'atteindre, les renforts de Seryu arrivent, bloquant son chemin. Dans un dernier acte de sacrifice, Chiel active Extase une dernière fois, libérant une lumière aveuglante qui permet à Min d'échapper aux gardes. Min regarde en arrière vers Chiel, un mélange de tristesse et de gratitude dans les yeux. Min promet de ne jamais oublier Chiel et les sacrifices qu'elle a faits. Dans ces derniers instants, la vie de Chiel défile devant ses yeux. Elle réfléchit à l'amour et aux soins qu'elle a reçus des Night Raiders, souhaitant pouvoir être avec eux une dernière fois avant que sa vie ne se termine. Malheureusement, ce souhait reste inassouvi, alors qu'elle gît là, manquant la moitié inférieure de son corps. Dans un dernier souffle, Chiel succombe à ses blessures,
sûr, libérant sa relique impériale pour la prochaine personne qui la maniera. Alors que la lumière de Shield s'éteint, Seryu éclate d'un rire maniaque, se déclarant ambassadrice de la justice, se délectant de sa victoire sur les Night Raiders et du chaos qu'elle a déclenché. Lorsqu'elle revient à la planque, Mine révèle la triste nouvelle à tout le monde, apportant de la tristesse à tous. Tatsumi devient ému à un moment donné et exhorte Mine à poursuivre le meurtrier de Shield sur le champ. Cependant, le patron ne peut pas sanctionner une telle opération par émotion. Cette nuit-là, tandis que la pluie tombe, il fait la promesse de se venger de Seryu à l'avenir. Tatsumi, quant à lui, retourne sur la tombe de son ami et se remémore les moments qu'il a passés avec Shield l'autre nuit quand il a pleuré dans ses bras. Il serre les poings et devient plus déterminé à en finir une fois pour toutes avec le Premier ministre. À l'aube, S10 revient à la capitale impériale en tant que fière propriétaire et utilisatrice de la relique impériale contrôleur de glace. Quelques instants après son arrivée à la capitale, S10 fait son entrée grandiose devant le jeune empereur. L'empereur et le Premier ministre l'accueillent chaleureusement, exprimant leur gratitude pour ses efforts impressionnants dans la bataille de glace du Nord. Pour commémorer son talent, ils lui remettent une récompense de 10 000 pièces d'or. S10 accepte gracieusement l'offre généreuse de l'empereur, mais précise rapidement qu'elle désire plus que de l'or pour ses actes. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle souhaite vraiment, S10 surprend les deux dirigeants en déclarant qu'elle souhaite tomber amoureuse. L'empereur et le Premier ministre échangent des regards perplexes, incertains de comprendre pourquoi quelqu'un comme S10, une guerrière puissante, chercherait l'amour à ce stade de sa vie. Le Premier ministre réfléchit à sa demande, notant que puisqu'elle n'a pas l'intention de s'emparer du trône, il pourrait être dans leur intérêt de satisfaire ses souhaits. L'empereur promet d'examiner sa demande, et S10 remercie les deux hommes pour leur compréhension. Avant de partir, elle leur remet une liste méticuleusement élaborée des qualités qu'elle recherche chez son homme idéal. Il doit être fort, facilement contrôlable, et surtout avoir un sourire doux et innocent. L'absurdité de sa demande flotte dans l'air, alors qu'elle semble chercher un mélange de gangster et de pasteur en une seule personne. Pendant ce temps, la scène se déplace vers Tatsumi, qui fait la vaisselle pendant qu'Akame aide Mine à manger sa nourriture. Alors qu'il frotte les assiettes, ses pensées dérivent vers le meurtrier de Shile, Seryu. Le regret l'envahit, alors qu'il souhaite avoir saisi l'occasion de la tuer quand il en avait la chance. De retour au palais royal, S10 et le Premier ministre discutent des qualités qu'elle désire chez un partenaire. Bien que certains de ces critères puissent sembler extravagants étant donné le peu d'hommes possédant de telles caractéristiques, le Premier ministre l'assure qu'il trouvera son homme idéal en un rien de temps. Après avoir conclu sa réunion avec le Premier ministre, S10 rencontre 3 membres de sa nouvelle escouade secrète. Ces utilisateurs de reliques lui jurent fidélité, promettant de traquer ses ennemis, les Night Raiders. S10 leur confie cette mission critique, confiante en leurs capacités, et les congédie avec un sens du devoir. Tard dans la nuit, Tatsumi descend discrètement à la cuisine. En entrant, il trouve Akame debout, tenant une assiette du snack de minuit préféré de Shield. Il la félicite pour avoir gardé son calme malgré la perte récente de son collègue bien-aimé. Cependant, l'expression d'Akame change alors qu'elle serre le poing, brisant l'assiette dans ses mains. Elle agrippe la chemise de Tatsumi, les larmes coulant sur son visage, et avoue qu'elle ne tient le coup que pour le bien de leur mission. Chaque fois qu'elle est seule, le poids de son chagrin pour la mort de Shield la submerge. Tatsumi ressent une vague de déception pour avoir sous-estimé la lutte émotionnelle d'Akame. Dans un moment de frustration, il se frappe au visage, essayant de se débarrasser de la misère qui menace de l'engloutir. Inquiète, Akame vérifie s'il va bien et il la rassure en disant que oui. Après avoir repris son calme, Tatsumi promet à Akame qu'il vengera la mort de Shield en temps voulu. À leur insu, Léon a écouté aux portes depuis l'entrée. Le lendemain matin, Tatsumi se lance dans l'entraînement avec Akame comme professeur. Il surmonte la douleur, encaissant les coups mais demandant une autre session, poussé par son désir de devenir plus fort. Juste à ce moment-là, Bulat entre dans la zone d'entraînement, observant l'esprit inflexible de Tatsumi. Il admire la détermination de Tatsumi, mais le prévient de rester vigilant et conscient de son environnement. Reconnaissant le potentiel de Tatsumi, Bulat décide d'intervenir et de l'entraîner. Il prend sa perche et défie Tatsumi à une séance d'entraînement sérieuse. L'intensité de l'entraînement augmente, alors que Bulat enseigne à Tatsumi non seulement à se battre, mais aussi à penser stratégiquement et à s'adapter aux mouvements de son adversaire. À chaque coup et manœuvre, Tatsumi apprend des leçons précieuses sur la résilience, la concentration et l'importance de la camaraderie. Loin de la capitale, dans un village nordique désolé, un politicien et sa fille voyagent dans leur calèche, traversant le terrain accidenté. Le politicien exprime son mépris pour le Premier ministre et ses pratiques corrompues, jurant d'atteindre la capitale dès que possible pour le confronter à ses crimes. Sa fille soutient sa détermination, mais un sentiment de mauvais présage plane dans l'air. À quelques mètres devant leur calèche, 3 assassins envoyés par S10 apparaissent, éliminant rapidement les gardes, la fille et le politicien lui-même dans une embuscade brutale. Une fois leur sinistre tâche accomplie, les assassins dispersent des tracts dans le village, accusant les Night Raiders des meurtres, semant ainsi davantage de discorde et de confusion. De retour dans la capitale, le chef des Night Raiders organise une réunion urgente avec son équipe. Il confie à Léon la mission d'espionner S10
en l'avertissant de faire preuve d'une extrême prudence face à la guerrière légendaire. Cependant, l'excitation de Leon pour le défi transparaît alors qu'elle exprime son impatience de confronter Esdith. Le chef révèle ensuite les tracts et explique la situation désastreuse au groupe. Bien que les gens soient en prompte à croire la propagande, la préoccupation immédiate est le ciblage indiscriminé des politiciens opposants, qui sont les derniers vestiges d'espoir pour la capitale. Pour prévenir d'autres assassinats, le chef a identifié 2 politiciens comme les prochaines cibles probables. Il organise les Night Raiders en 2 équipes, Akame et Lube, et Tatsumi et Bulat, leur ordonnant de protéger les politiciens qui se cachent actuellement en périphérie de la ville. Le jour de la mission, Bulat et Tatsumi découvrent que le premier politicien est à bord d'un grand paquebot. Pendant ce temps, Akame et Lube se cachent dans les arbres, surveillant un petit village. Tatsumi et Bulat se déguisent en nobles, embarquant sur le navire. Pour maintenir leur couverture, Bulat active son armure, Incursio se rendant invisible. Alors qu'ils se mêlent aux autres passagers, Bulat partage un moment crucial de son passé. Il raconte son temps passé à combattre aux côtés du général Liver, qui a été accusé à tort, ignoré et emprisonné. Bulat révèle qu'il a été capturé avec Liver, mais a réussi à s'échapper avec son armure avant que les choses ne tournent mal. Bulat se dirige plus profondément dans le navire pour recueillir plus d'informations, laissant Tatsumi maintenir leur couverture. À leur insu, le son d'une flûte jouant au loin commence à résonner à travers le navire. Tandis que les autres passagers succombent à ses effets léthargiques, Tatsumi parvient à rester éveillé et alerte. Alors qu'il se dirige vers le pont, l'un des assassins le rattrape, brandissant une relique impériale connue sous le nom de Double Cleaver, Belvark. Malgré le danger, Tatsumi refuse de reculer, mais Bulat arrive juste à temps pour l'empêcher de prendre une décision imprudente. Avec Tatsumi en sécurité, Bulat active son relique impériale, Incursio, enfilant l'armure qui lui confère des capacités améliorées. Les 3 assassins lancent une attaque coordonnée, mais Bulat contre habilement leurs mouvements, utilisant sa lance pour trancher l'utilisateur du double cleaver et blesser les assassins restants. Dans le feu de l'action, alors que Bulat se réjouit de sa victoire sur les assassins, il réalise soudain que l'un d'eux n'est autre que le général Liver, l'homme même qu'il croyait perdu pour le système. La révélation provoque un choc chez Bulat, entrelaçant à nouveau leur destin alors que les enjeux de leur confrontation augmentent considérablement. La tension monte alors que les Night Raiders se préparent à affronter les assassins inconscients des liens et des conflits plus profonds qui les attendent. Bulat, face à face avec le général Liver, exige une explication raisonnable pour sa trahison. Liver l'informe froidement qu'il a été sauvé d'une mort certaine par le général Esdith, sa loyauté étant désormais fermement alignée avec sa cause. Bulat réalise qu'il n'y a pas de place pour la négociation, Liver a choisi son chemin. Avec détermination, il dégaine sa lance, jurant de mener à bien la mission même si cela lui coûte la vie. Liver, à son tour, enlève son gant pour révéler sa relique impériale, une bague appelée Black Marlin, forgée à partir de l'organe d'un dragon. Cette puissante relique lui permet de plier et de contrôler l'eau à volonté, un avantage considérable étant donné leur emplacement actuel sur un navire entouré d'eau. Imperturbable face à la force de Liver, Bulat se prépare pour la bataille imminente. À ce moment-là, le joueur de flûte, qui avait été neutralisé par les effets de la musique, reprend conscience et tente de frapper Bulat pendant qu'il est occupé. Cependant, Tatsumi arrive juste à temps, déjouant l'attaque du joueur de flûte. Les deux s'engagent dans un échange féroce, mais le joueur de flûte, malgré sa blessure, parvient à esquiver les coups de Tatsumi et le défie à la place. Alors que la bataille fait rage, Liver prépare son prochain mouvement. Il invoque le serpent du ravin, une créature d'eau massive, le dirigeant vers Bulat. Tandis que Tatsumi continue de repousser le joueur de flûte, Bulat tranche le serpent avec précision, flottant momentanément dans les airs en le faisant. Mais Liver saisit l'opportunité, attaquant Bulat en plein vol et brisant la visière de son casque. Malgré le coup, Bulat reste imperturbable, montrant sa résilience. Déterminé à montrer sa véritable puissance, Liver invoque cette fois un véritable dragon d'eau, lui ordonnant d'attaquer Bulat. Bulat pousse un cri féroce, mais parvient à se suspendre dans les airs. Alors qu'il descend vers Liver, le joueur de flûte intervient de manière inattendue. Bulat interrompt son attaque, atterrissant en toute sécurité sur le pont. Il trouve bientôt Tatsumi, se tordant de douleur, s'excusant pour sa faiblesse. Bulat, préoccupé par son camarade, retire son armure Incursio pour se reposer un moment. Liver, se délectant de ce qu'il perçoit comme une victoire, se vante de sa supériorité. Cependant, Bulat rétorque, lui rappelant le sang qui coule de ses oreilles, un signe clair que les techniques qu'il a utilisées contre Bulat ont eu un impact sur son propre corps. Dans un dernier effort, Liver tente de persuader Bulat de rejoindre l'armée d'Esdith, lui offrant une chance de pouvoir et de gloire. Mais Bulat, avec une conviction inébranlable, rejette l'offre, déclarant qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre la racaille de la Terre. La tension entre eux s'épaissit alors que les deux guerriers se préparent pour la prochaine phase de leur confrontation, chacun guidé par ses propres idéaux et son sens de la justice. La bataille est loin d'être terminée et les enjeux continuent de monter alors qu'ils s'affrontent dans un combat qui déterminera le sort de leur croyance et loyauté. Liver, sentant la détermination inébranlable de Bulat, commence à vanter les avantages de rejoindre la puissante armée d'Esdith. Il parle de l'immense pouvoir et de l'influence que cela lui accorderait, peignant un tableau de gloire et de force. Féroce et implacable, alors que les deux guerriers s'affrontent dans un combat à mort, Bulat parvient à trancher Liver, le poussant au sol. Mais alors que Liver approche de la défaite,
il active sa capacité cachée. Il transforme son sang en minuscules pinces acérées qui se lancent sur Bulat à une vitesse incroyable. Bien que Bulat bloque habilement la plupart des attaques, quelques pinces percent son corps, infligeant des blessures douloureuses. Alors que le combat atteint son apogée, Lever succombe à ses blessures et s'effondre au sol. Dans ces derniers instants, il révèle à Bulat la véritable raison de sa trahison. Esdas lui avait rendu visite en prison, lui promettant bonheur et but en échange de sa loyauté. Lever, facilement influencé par ses paroles, avait été captivé par la perspective d'appartenir à quelque chose de plus grand et avait rejoint son armée. Alors que la vie de Lever s'échappe, il révèle le secret derrière sa dernière capacité. La substance de renforcement qu'il a injectée était aussi un poison qui avait contaminé son sang. Avec Bulat maintenant blessé par les pinces de sang, il réalise qu'il risque lui aussi de mourir du même sort. Dans un moment de lucidité, juste avant sa mort, Bulat désigne leur dernier ennemi, le gaz à la flûte, qui s'approche d'eux avec une assurance. Le gaz à la flûte utilise son atout, renforçant son corps pour paraître intimidant, prêt à affronter Tatsumi. Bien qu'il soit désarmé et sans arme impériale, Tatsumi reste ferme, déterminé à affronter la menace de front. Voyant la détermination de Tatsumi, Bulat lui passe la clé de l'armure Incursio, l'exhortant à l'utiliser dans le combat. Cependant, le joueur de flûte continue de narguer Tatsumi, espérant saper sa confiance et l'empêcher d'activer l'armure. Frustré par l'hésitation de Tatsumi, Bulat se lève avec le peu de force qu'il lui reste et donne un coup de poing à Tatsumi, le réprimandant pour avoir laissé un ennemi dicter ses actions. Avec l'encouragement de Bulat résonnant dans ses oreilles, Tatsumi se prépare pour la bataille à venir. Il serre fermement la clé de l'armure Incursio et l'active juste au moment où le joueur de flûte s'approche pour attaquer. Alors que Tatsumi crie le mot Incursio, la véritable forme de l'armure se révèle. Un puissant tyran dragon, la véritable bête de danger qui avait été transformée en armure. Le dragon fusionne parfaitement avec le corps de Tatsumi, augmentant sa force et son agilité. Soudain, il ressent une montée de puissance le traverser, le transformant en un guerrier redoutable. Les deux s'engagent dans une lutte acharnée, leurs poings s'entrechoquant alors qu'ils luttent pour la domination. Mais Tatsumi canalise la puissance de l'armure, l'impact est mortel et le joueur de flûte tombe sans vie au sol. Alors que Tatsumi se tient au-dessus de l'ennemi vaincu, il ressent un mélange de triomphe et de tristesse. Bulat, témoin du triomphe de son jeune élève, parvient à esquisser un dernier sourire rempli de fierté avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Le poids de la perte s'abat sur Tatsumi alors qu'il s'agenouille à côté du corps sans vie de Bulat, les larmes coulant sur son visage. La douleur de perdre son deuxième coéquipier est accablante et il pleure le sacrifice que Bulat a fait pour lui et leur cause. Plus tard dans la soirée, la scène se déplace vers une zone sombre jonchée de cadavres. La sœur d'Akame, Kurume, est vue assise au sommet du tas macabre, mangeant des snacks comme si c'était une tâche banale. L'un de ses subordonnés s'approche d'elle, il lui annonce qu'elle a soit été convoquée à la capitale par le général Esdith. Les implications de cette convocation pèsent lourdement dans l'air, laissant entrevoir le chaos qui se profile et les destins entrelacés des personnages, alors que l'histoire continue de se dérouler. Le lendemain, Min trouve du réconfort dans les eaux tranquilles d'une rivière près de la cachette, prenant un bain bien mérité. Alors que l'eau fraîche la recouvre, elle sent ses forces revenir, alimentant sa détermination à traquer le meurtrier de son ami, Chiel. Après avoir profité du bain rafraîchissant, elle s'habille rapidement et retourne en courant au manoir, impatiente de reprendre ses missions. À son retour, Min se dirige directement vers le terrain d'entraînement, cherchant quelqu'un avec qui s'entraîner. À sa surprise, elle trouve Loob et Tatsumi engagés dans une série éprouvante de pompes, avec les dames perchées sur leur dos pour ajouter du poids. Min est étonnée, particulièrement par la participation de Loob à cet exercice, mais elle les félicite de prendre enfin leur santé au sérieux. Léon, toujours la blagueuse, essaie de se moquer de Loob en remarquant qu'il ne fait que la moitié des pompes de Tatsumi. Akame intervient avec une remarque humoristique sur le fait que Léon est trop lourde, ce qui lui vaut une tape amicale sur la tête. Juste à ce moment-là, leur patron arrive, se révélant être une femme habillée en homme. En tant que générale de guerre, elle explique qu'elle pense que les gens la prendraient plus au sérieux s'ils la percevaient comme un homme. Après avoir rassemblé les reliques des 3 assassins tombés, elle prévoit de voyager vers le sud pour recruter de nouveaux membres pour les Night Raiders de la Révolution. Tatsumi, ressentant encore le poids des couperets, se plaint de leur lourdeur, mais la patronne le rassure en disant que ce n'est rien comparé à sa force. Avant de partir, la chef confie à Akame la responsabilité de diriger l'équipe en son absence, l'exhortant à bien faire son travail. Elle prend également un moment pour féliciter Tatsumi d'avoir tenu tête aux puissants assassins sur le navire. Malgré la perte de Bulat, ils ont réussi à éliminer 3 ennemis redoutables, une petite victoire au milieu de leur chagrin. Alors qu'elle se prépare à partir, la patronne partage les dernières pensées de Bulat à propos de Tatsumi, exprimant sa croyance en son potentiel et l'héritage qu'il doit porter. Avec un dernier signe d'encouragement, elle part chercher plus d'alliés pour les Night Raiders, laissant l'équipe avec un sens renouvelé de but et de détermination pour honorer leurs camarades tombés, prêts à affronter les défis à venir. Ailleurs, Esdith se tient solennellement devant les tombes de ses 3 anciens assassins, disant ses adieux définitifs. Le cœur lourd, elle quitte leur lieu de repos, résolue à chercher des alliés plus puissants pour sa force secrète anti-Night Raiders. Juste à l'extérieur des portes de la capitale, un campagnard nommé Wave arrive,
vêtu de vêtements étonnamment cool qui attirent l'attention des passants. Avec un sac plein de poissons fraîchement pêchés sur l'épaule, il traverse avec assurance la colonie animée, attirant les regards alors qu'il se dirige vers le palais. En entrant, il est accueilli par la vue d'une figure bizarre portant un masque qui semble être fixé sur lui. Wave s'assoit, se sentant de plus en plus mal à l'aise sous le regard intense de l'étranger masqué. Il se tortille maladroitement, essayant d'ignorer l'atmosphère étrange. Quelques instants plus tard, Kurume entre, grignotant comme d'habitude, et prend sa place à la table. Wave tente d'engager la conversation avec elle, mais elle le repousse, pensant qu'il veut ses encas. Dépité, Wave se réinstalle sur son siège, attendant l'arrivée des autres. Seryu fait bientôt irruption dans la pièce. Suivant son entrée, un autre personnage flamboyant se présente comme Stylish. L'atmosphère est un mélange d'excentricité et de malaise. Et lorsque la seule personne apparemment normale, Run, arrive, Wave ne peut s'empêcher de joindre ses mains comme une petite fille amoureuse. Une fois que tout le monde est présent, la figure masquée se présente comme Balls et commence à préparer du thé pour le groupe. Il se décrit comme timide et n'ayant pas l'habitude de s'engager avec les autres. Cependant, il révèle qu'il vient de l'infâme Escouade d'Incinération, un groupe connu pour ses méthodes impitoyables de réduire en cendres personnes et objets. La pièce tombe dans le silence alors que chacun contemple ses désirs et ambitions perdus dans ses pensées. Juste à ce moment-là, leur maître S10 fait une entrée dramatique, portant un masque et lançant une attaque inattendue sur tout le monde dans la pièce. Cependant, au milieu du chaos, seul Kurume parvient à briser le masque d'S10, révélant sa véritable identité. Réalisant qu'ils attaquaient leur maître, ils s'arrêtent immédiatement et rendent hommage à S-Death. Avec sa présence désormais connue, S-Death se prépare à s'adresser à ses nouvelles recrues, prête à leur inculquer sa vision pour la force anti-Night Raiders et à les mettre sur la voie de la destruction contre leurs ennemis. Après la réunion, S-Death offre à ses nouveaux camarades un somptueux dîner de poissons, où Balls et Wave s'occupent de la cuisine. Alors qu'ils savourent le repas, S-Death partage son prochain objectif: trouver l'amour. La révélation inattendue surprend tout le monde, surtout Seryu qui mentionne la relique de Shiel. Cependant, comme personne n'est assez fort pour la manier pour le moment, la relique reste inactive dans les archives. Intrigué par cette perspective, S-Death suggère d'organiser un tournoi pour trouver quelqu'un digne de manier une arme aussi puissante. L'excitation est palpable alors qu'elle commence à élaborer des stratégies et à trouver des participants pour l'événement à venir. Le lendemain, Tatsumi se rend à la librairie de la capitale, entrant dans une cachette secrète dissimulée derrière l'une des archives. À l'intérieur, il trouve Leon, bientôt rejoint par Lub. Ils se rassemblent pour discuter de leur nouvel ennemi, S10. Révèle qu'S10 était autrefois proche de leur ancien chef, le général Najenda. Elle raconte une mission éprouvante où S10 et Najenda, ainsi que d'autres détenteurs de reliques, ont été envoyés pour éliminer une tribu rebelle dans les montagnes. Initialement, l'Empire a envoyé 120 000 soldats pour combattre la tribu rebelle forte de 10 000 membres. Cependant, le terrain terrible et les conditions météorologiques difficiles ont rapidement décimé leurs effectifs. Najenda et S10 ont été appelés en renfort. À leur arrivée devant une grande étendue d'eau, S10 a démontré son pouvoir en gelant toute la surface. En quelques jours, elle et son groupe de détenteurs de reliques ont vaincu la plupart des membres de la tribu. Pour ajouter l'insulte à l'injure, S10 a permis à certains membres de la tribu de survivre, dans l'intention qu'ils engendrent plus de rebelles pour qu'elle puisse les affronter à l'avenir. Leon pousse un soupir de soulagement, reconnaissante d'avoir fait confiance à son instinct et choisit de ne pas attaquer S10 à l'époque. À ce moment-là, le premier ministre et le jeune empereur examinent la liste des qualités qu'S10 désire chez un homme. Bien qu'ils trouvent la liste ridicule, ils s'assurent qu'elle soit documentée pour les aider dans leur recherche du candidat parfait. Quelques jours plus tard, S10 organise un tournoi pour sélectionner un homme qui lui convient. Alors que les matchs se déroulent, plusieurs hommes se battent férocement, s'éliminant les uns les autres dans une démonstration de force. Quand vient le tour de Tatsumi, il affronte un intimidateur musclé avec une tête de chèvre. S10 observe avec scepticisme, supposant que Tatsumi n'est qu'un autre candidat faible qui sera facilement écrasé. Cependant, Tatsumi surprend tout le monde avec ses compétences impressionnantes et son talent pour l'escrime, finissant par vaincre le tyran. Cette victoire inattendue attire l'attention d'S-Death, et elle se sent intriguée par Tatsumi. Pourrait-il être l'homme qu'elle recherche ? Alors que Tatsumi se tient victorieux, il affiche un sourire innocent qui captive complètement S10. Elle se lève de son siège et s'approche de la reine. Sans hésitation, elle attache un collier autour du cou de Tatsumi, le déclarant sien, et commence à le traîner vers ses quartiers. Tatsumi se débat, mais S10 l'assomme rapidement et l'emmène. La nouvelle de l'enlèvement de Tatsumi se répand rapidement parmi les membres de Night Raid. Dans un état d'alerte, ils se réunissent pour élaborer un plan afin de le sauver des griffes d'S10. Les enjeux sont élevés et l'urgence de leur mission les pousse à élaborer des stratégies et à se préparer pour la confrontation à venir. Alors qu'ils se rassemblent, la détermination et la camaraderie renforcent leur résolution de sauver leur camarade du puissant général qui menace de le revendiquer pour elle-même. À la tombée de la nuit, S10 prépare Tatsumi pour sa première mission avec l'escouade Jaeger. Elle a l'intention de lui faire voir les professionnels en action et de lui enseigner les ficelles du métier pour accomplir une mission. Lorsqu'ils arrivent sur le site de la mission, S10 et Tatsumi restent en arrière pour observer
observer tandis que Seryu et les autres se dirigent vers leur objectif. Tatsumi observe attentivement S10, remarquant l'expression douce sur son visage et envisage la possibilité d'échapper à ses griffes. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, S10 prend doucement ses mains, rougissant en le regardant dans les yeux. Pendant ce temps, Seryu et le reste de l'escouade Jaeger déchaînent toute la puissance de leur relique impériale contre l'ennemi. Ils tranchent, coupent, déchirent et démembrent tout ce qui se trouve sur leur chemin avec une efficacité impitoyable. L'air est rempli des sons de la bataille alors qu'ils démontrent leur prouesse, montrant la force terrifiante de leur équipe. Finalement, ils mettent le feu à toute la forteresse, ne laissant derrière eux que destruction. Tatsumi regarde avec stupeur alors que l'efficacité brutale de l'escouade Jaeger s'impose. Il commence à réaliser à quel point cette équipe peut être destructrice et redoutable. Après la mission, Esdith attire l'attention de Tatsumi, promettant de le former personnellement. Elle se confie sur le sentiment étrange qu'elle ressent et exprime son espoir qu'il puisse faire fonctionner leur relation. Tatsumi, surpris par son sourire innocent, décide de poursuivre une idée imprudente. Il résout de demander à quelqu'un comme S10 de rejoindre les Night Raiders. Plus tard dans la nuit, S10 retourne dans ses quartiers avec Tatsumi. Tatsumi s'assoit sur son lit, l'esprit tourmenté par des pensées contradictoires. Finalement, il chasse ses doutes et se prépare à poser à S10 la grande question. Cependant, avant que Tatsumi ne puisse exprimer sa question, elle le plaque sur le lit, affirmant sa domination. Dans le feu de l'action, Tatsumi parvient à l'arrêter, posant enfin la question insensée qu'il avait en tête. En entendant la demande déraisonnable de Tatsumi de rejoindre les Night Raiders, S10 réagit par une gifle cinglante. Elle le rassure en lui disant qu'elle sera toujours là pour lui et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui-même ou sa famille, car il serait sous sa protection. Tatsumi, désespéré de convaincre S10, essaie de manipuler ses sentiments pour lui. Cependant, S10 reste ferme, refusant de céder à sa demande. En tant que femme forte, elle lutte avec ses émotions, mais décide finalement de ne pas mettre fin à la vie de Tatsumi à ce moment-là. Au lieu de cela, elle lui demande poliment d'arrêter de discuter de rébellion et de la rejoindre au lit pour une nuit de repos paisible. Déterminé à s'échapper, Tatsumi se précipite vers le couloir du palais, mais S10 lui rappelle rapidement de ne pas tenter quelque chose de stupide, l'avertissant que cela pourrait mener à sa perte. À contre-cœur, Tatsumi retourne au lit. S10 réfléchit à sa rencontre précédente avec ses subordonnés de l'équipe Jaeger. Plus tôt dans la journée, elle avait enchaîné Tatsumi à une chaise et l'avait présenté à son escouade, le présentant comme son amant. Avec un ton à la fois enjoué et sérieux, elle a demandé à son équipe leurs idées pour faire tomber Tatsumi amoureux d'elle. Le membre timide, Balls, a admis qu'il était marié depuis 6 ans. La révélation a choqué tout le monde, mais Balls a offert son conseil, encourageant S10 à rester persévérante dans sa poursuite de Tatsumi. Avec un sourire, S10 a pris ses mots à cœur et s'est installé pour la nuit. Le lendemain matin, Tatsumi trébuche dans la salle à manger, les yeux cernés et privé de sommeil. Il aperçoit Wave et Kuromi déjà assis et les rejoint pour le petit déjeuner. En discutant avec eux, il remarque quelque chose de particulier chez Kuromi, elle dégage une aura semblable à Akame. Curiosité éveillée, il lui demande si elle connaît Akame. Kuromi révèle qu'elle est liée à Akame et exprime son empressement à la découper elle-même, une déclaration qui glace le sang de Tatsumi. Juste à ce moment-là, S10 entre dans la salle à manger. Elle invite Tatsumi à la rejoindre pour une chasse à la montagne fake, où elle prévoit d'abattre une bête de niveau danger pour l'impressionner avec sa force. À son insu, la vue de sa silhouette voluptueuse suffit à faire baver Tatsumi. Néanmoins, elle assigne Wave pour accompagner Tatsumi afin de reconnaître le côté ouest, tandis qu'elle et Kuromi prennent le côté est. Quelques heures plus tard, Wave et Tatsumi sont vus en train de naviguer sur un chemin étroit menant à Fake Mountain. Alors qu'ils montent, Wave partage certaines de ses expériences avec les filles, essayant de créer des liens avec Tatsumi, qui admet avoir eu un manque d'expérience similaire. Soudain, Tatsumi se tourne vers Wave et dégaine son épée. En fait, il se prépare à abattre des monstres Gump Arbre qui les ont tendus une embuscade. Après avoir éliminé les monstres, Tatsumi saisit l'occasion de s'échapper, activant l'armure Incursio et disparaissant dans les bois. Lorsque Wave réalise que Tatsumi est parti, la panique s'installe. Il imagine rapidement les conséquences si S10 découvre son échec à surveiller Tatsumi. Dans un moment de désespoir, il invoque sa propre relique impériale, Grand Chariot, qui se manifeste sous forme d'une armure similaire à Incursio. Wave suit la trace de Tatsumi et se met en route pour le rattraper, se déplaçant à une vitesse incroyable. Pensant que Tatsumi n'est qu'un autre Night Raider avec l'armure Incursio, Wave lance une attaque féroce, alimentée par son mépris pour les Night Raiders. Il lance une série de railleries démoralisantes à Tatsumi, tentant de saper sa détermination. Cependant, Tatsumi reste imperturbable, refusant d'écouter les paroles de Wave. Au lieu de cela, il se prépare à l'impact du coup de Wave qui l'envoie s'écraser dans la rivière. Luttant contre le courant, Tatsumi parvient à sortir de l'eau, activant le plein potentiel de l'armure Incursio, épuisé et blessé. Juste au moment où il pense être en sécurité, une bête de niveau danger émerge de l'ombre, prête à festoyer sur le guerrier épuisé. Heureusement, Akame apparaît juste à temps pour le sauver, saluant Tatsumi à sa manière unique. « Bienvenue !» dit-elle simplement, lui tenant la main en signe de camaraderie et de soutien. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, Lub arrive, les conduisant tous les deux vers la nouvelle cachette. Pendant ce temps, au quartier général des Jaeger,
Esdeath apprend l'évasion de Tatsumi et est furieuse. Elle convoque Wave devant ses collègues, infligeant une punition sévère pour son échec à contrôler Tatsumi. Elle inflige suffisamment de douleur pour faire passer son message avant de le renvoyer, espérant qu'il tirerait une leçon de cette expérience et ne laisserait plus cela se reproduire. Alors qu'elle reprend son calme, d'autres membres de l'équipe arrivent pour lui faire leur rapport. Ils expriment leurs préoccupations sur ce qu'il faut faire s'ils trouvent Tatsumi et suggèrent qu'il pourrait potentiellement être un ennemi. Esdeath leur donne un ordre ferme, faire ce qu'ils peuvent pour apaiser l'ennemi. Cependant, au fond d'elle-même, elle nourrit le souhait d'être réunie avec Tatsumi un jour, ses sentiments pour lui entrant en conflit avec ses devoirs de général. De retour à la planque de Night Raid, Tatsumi et ses camarades se rassemblent autour d'une table pour discuter des informations qu'il a recueillies de l'escouade Jaeger. Ils partagent des détails sur l'immense force d'Esdeath, dressant un tableau vivant de l'ennemi redoutable qui l'affronte. Malgré les obstacles, Akame promet qu'elle vaincra Esdeath tant qu'elle aura un cœur battant, sa détermination inébranlable. Cette nuit-là, Stylish utilise ses humains génétiquement modifiés pour suivre l'emplacement de Tatsumi. Après un certain temps, il localise Tatsumi retranché dans la planque de Night Raid. Pendant ce temps, les Night Raiders dorment profondément, ayant célébré le retour de Tatsumi avec un sentiment de camaraderie et de soulagement. Dans le calme de la nuit, Leon se réveille et décide de sortir pour boire un peu d'eau d'une petite flaque. En regardant son reflet, elle remarque quelque chose bouger sous la surface. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'un des Jaeger lance une attaque, la prenant par surprise. Au même moment, Stylish lance une attaque totale contre les Night Raiders. Le chaos soudain réveille Lube en sursaut et il se précipite dans le couloir pour alerter les autres. Cependant, il rencontre l'un des humains génétiquement modifiés de Stylish qui se tient sur son chemin. Lube active rapidement son relique impérial de fil barbelé, le tordant avec précision pour frapper la tête de l'ennemi. À sa grande consternation, il découvre que cet adversaire particulier a été génétiquement modifié pour résister à une telle force. Indifférent, Lube adapte sa stratégie, tissant ses fils barbelés en une lance et la plantant dans la poitrine de l'ennemi. Juste au moment où il prend l'avantage, d'autres ennemis masqués apparaissent, le forçant à battre en retraite. Juste à temps, Akame arrive sur les lieux, sa présence est imposante et mortelle. Elle élimine les ennemis approchant d'un seul coup, ouvrant la voie pour que Lube se regroupe. Cependant, leur victoire est de courte durée car un troisième ennemi, plus puissant, apparaît, défiant Akame et lui donnant du fil à retordre. Lube se retrouve séparé d'Akame au milieu du chaos. Tatsumi, vêtu de son armure Incursio, traverse le mur de leur repère, prêt à affronter son propre adversaire. Tatsumi fait face à Kakuson, l'ennemi qui manie la relique de Sheal. La colère monte en lui face au manque de respect de Kakuson et il se précipite sur lui aveuglément. Kakuson, cependant, est prêt. Il utilise habilement la lame de ciseau pour trancher l'armure de Tatsumi, le rendant partiellement immobile. Serrant les dents, Tatsumi lutte pour récupérer l'arme de Sheal, mais Kakuson, rempli de fierté, refuse de la rendre. À ce moment critique, Tatsumi se trouve en désavantage jusqu'à ce que Min arrive sur les lieux. Kakuson, la sous-estimant, est pris au dépourvu. Min vise son relique d'artillerie sur l'ennemi, canalisant sa colère et sa douleur en une seule décharge puissante. L'attaque déchire Kakuson, l'anéantissant instantanément. Alors que la poussière retombe, Min s'agenouille, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle récupère la relique de Shield. Le poids de la perte et la ruée de la victoire se heurtent en elle, et elle tient l'arme près d'elle, honorant son ami tombé. À ce moment-là, une bête dangereuse connue sous le nom d'Hermanta plane au-dessus de Stylish et de son entourage, la patronne des Night Raiders, chevauchant la créature aux côtés de deux individus déguisés. Alors qu'ils glissent à travers la forêt, Najenda accueille ses nouvelles recrues dans les Night Raiders, exprimant son espoir qu'elles soient prêtes à se battre. Pendant ce temps, Akame est pleinement engagé dans le combat, coupant habilement un bras de son ennemi. Malgré sa blessure, l'ennemi continue de se battre, lançant une attaque avec son bras restant. Akame contre rapidement, tranchant l'autre bras et le laissant enragé. Lube intervient par derrière, enfonçant sa lance dans l'ennemi et offrant à Akame l'ouverture dont elle a besoin. En s'approchant, Akame explique les défauts de l'ennemi avant de porter le coup final, lui tranchant la tête. Alors que la bataille se déroule, Min et Tatsumi remarquent l'arrivée de leur chef, Najenda. Ravi, Tatsumi exprime son envie face à l'impressionnant moyen de transport de Najenda, souhaitant avoir quelque chose de similaire pour faire une entrée grandiose. Leur dispute légère est brusquement interrompue lorsqu'un autre ennemi s'approche par derrière, visant Min. Juste au moment où il est sur le point de porter un coup, Leon apparaît, le repoussant d'un coup de pied et le saisissant comme si elle avait une rancune personnelle. Elle lui serre la vie, se surprenant elle-même par cette démonstration brutale. Avec tout le monde enfin regroupé, ils se préparent à affronter leurs ennemis. Malheureusement, le plan astucieux de Stylish entre en jeu alors qu'il injecte du poison dans le groupe, provoquant l'évanouissement de tous, sauf Tatsumi dans son armure Incursio. Maintenant, Tatsumi se tient seul, ne comptant que sur son armure pour se protéger. Cependant, alors que les ennemis se précipitent pour attaquer, les membres restants de Night Raid commencent à reprendre leurs esprits, prêts à riposter. Au milieu du chaos,
l'un des nouvelles recrues se fait remarquer sur le champ de bataille. Armé d'une grande arme de type marteau, il charge en avant, décimant les ennemis sur son passage. Stylish, réalisant que la recrue pourrait posséder une relique impériale, active une bombe secrète cachée dans l'un des ennemis, provoquant une explosion près de la recrue. Incroyablement, la recrue régénère son corps après l'explosion, se révélant être une relique vivante humanoïde. Une fois complètement restauré, il coiffe les cheveux de Min avec des involtures en attendant de nouveaux ordres de Najenda. Najenda scrute le champ de bataille et repère Stylish et son groupe. Réalisant qu'ils ont été découverts, Stylish et les autres battent en retraite précipitamment. Cependant, Stylish commence à élaborer un plan pour abattre la relique humanoïde alors qu'il se précipite vers la sécurité. La relique a déjà été capturée par lui. Dans un moment de désespoir, Stylish s'injecte une substance toxique, se transformant en une figure géante avec des muscles saillants et des tuyaux sortant de son corps. Se dressant fièrement contre ses ennemis, Stylish défie quiconque assez audacieux pour l'affronter. En réponse, Tatsumi, portant Akame, fonce sur Stylish aux côtés de la recrue. Il tente de trancher son armure, mais elle s'avère trop résistante. Juste au moment où Stylish semble prendre le dessus, Min rejoint la mêlée, déclenchant un tir puissant de son relique d'artillerie qui abat le géant. Saisissant l'opportunité, Tatsumi et Akame lancent une attaque coordonnée sur la tête de Stylish. Tatsumi utilise son agilité pour se déplacer autour de Stylish. Avec une dernière entaille décisive, Akame porte le coup fatal et Stylish tombe, vaincu. Avec Stylish parti, Akame et Tatsumi retrouvent leurs camarades à bord de l'Air Manta. L'Air Manta glisse à travers la forêt, transportant Tatsumi et ses camarades alors qu'ils cherchent un endroit discret pour établir leur nouvelle cachette. Après avoir parcouru plusieurs miles, l'Air Manta atterrit enfin aux hautes terres de Margay. En débarquant de la bête dangereuse, Najenda la regarde s'envoler vers son nid au repère des révolutions. Najenda présente les deux nouvelles recrues dans son équipe. La première est Chelsea, une tueuse talentueuse connue pour sa maîtrise du déguisement et des tactiques de surprise. La deuxième recrue est Suzunu, affectueusement appelée Su. Najenda explique que Su est une relique impériale avec la capacité unique de servir de garde du corps parfait. Il peut effectuer les tâches ménagères à une vitesse étonnante tout en protégeant ses alliés des attaques ennemies. Malgré l'enthousiasme de Najenda, l'équipe se sent un peu déçue par les capacités de Su, mais elle reconnaît qu'il sera utile lorsque la situation l'exigera. Pendant ce temps, dans la capitale, Esdith est consumée par l'inquiétude pour Tatsumi, son premier amour. Malgré le réconfort offert par ses camarades, elle l'écarte, déterminée à vérifier l'état de Seryu, qui pleure la perte de son professeur et médecin, Stylish. Esdith trouve Seryu dans un état vulnérable, pleurant inconsolablement auprès de son fidèle compagnon, Koro, déplorant la perte de tous les membres de sa famille aux Night Raiders, qu'elle considère désormais comme des malfaiteurs. Esdith s'approche et entoure Seryu de ses bras, lui offrant une étreinte serrée. Elle promet de rendre justice aux Night Raiders, jurant de venger les pertes que Seryu a subies. À quelques mètres, Wave essaie de jouer le rôle de l'épaule sur laquelle pleurer pour Seryu, mais il est découragé lorsqu'il réalise qu'Esdith a déjà pris cette position, le laissant se sentir éclipsé. Ce soir-là, après le dîner, Najenda rassemble ses assassins pour une réunion. Elle les exhorte à mettre tout leur cœur et leur esprit dans leur entraînement, soulignant que même s'il manque de personnel, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas faire fonctionner leurs efforts. L'équipe acquiesce, inspirée par les paroles de Najenda, et ils se dispersent pour commencer leur entraînement. L'après-midi suivant, Su emmène Akame à une partie de pêche, espérant attraper quelque chose de substantiel pour leurs camarades. Ils ramènent une prise massive, la rapportant à la planque pour préparer un délicieux dîner. Alors que l'arôme du poisson fraîchement cuit emplit l'air, le groupe félicite Najenda pour avoir trouvé une relique aussi incroyable sans aucun problème. Najenda prend un moment pour partager un peu de l'histoire de Su. Elle explique que Su était restée inactive dans le camp de la Révolution jusqu'à ce qu'elle arrive et le réactive. Le groupe écoute attentivement, intrigué par l'histoire de leur nouvel allié. Dans un retournement humoristique, Su appelle par erreur Najenda un homme, ce qui provoque les rires des autres. Agacée, Najenda frappe Léon et Tatsumi sur la tête, leur rappelant de se comporter. De l'autre côté de la pièce, Min savoure une part de gâteau avec Loob lorsqu'un chat entre, lorgnant son dessert. Le chat demande à Min une part, mais elle refuse d'abord, protectrice de sa friandise. Cependant, lorsqu'elle cède finalement et offre un morceau, le chat se transforme en Chelsea, révélant sa véritable forme. Chelsea explique que son relique impériale est une boîte à cosmétiques qui lui permet de se transformer en tout ce qu'elle désire à volonté. Mine, stupéfaite et furieuse de la tromperie, pique une crise, jurant de se venger de Chelsea pour son insolence. Le lendemain, Tatsumi, désormais connu sous le nom d'Incursio, et les autres s'aventurent dans les champs environnants pour chasser quelques bêtes dangereuses et étendre leur territoire. Tatsumi travaille en parfaite harmonie avec ses camarades, maniant la lance de Bulat pour abattre leurs ennemis avec précision. Léon observe avec un sourire. Léon sent que le chef des bêtes dangereuses se cache à proximité dans une crevasse. Activant ses pouvoirs sauvages, elle saute haut dans les airs, assénant un coup décisif au chef et revendiquant le territoire pour les Night Raiders. Lorsqu'ils retournent à la cachette, Najenda les félicite pour leur succès dans la défaite des bêtes sur leur propre territoire, louant leur travail d'équipe et leur détermination.
Tournant son attention vers Chelsea, Najenda souligne l'importance de comprendre leurs forces et faiblesses. Chelsea répond de manière réfléchie, reconnaissant que bien qu'ils soient forts, leur impulsivité pourrait les mener dans des situations dangereuses. Elle avertit que s'ils continuent à agir imprudemment, ils pourraient finir comme leurs coéquipiers tombés. L'atmosphère devient sérieuse alors que le groupe réfléchit aux paroles de Chelsea, reconnaissant la nécessité de prudence et de stratégie dans leur bataille en cours. Cette nuit-là, autour du feu de camp, Mine rassemble les garçons pour comploter une petite vengeance contre Chelsea pour avoir insulté leur fierté. Malgré les tentatives de Tatsumi pour la dissuader, la colère de Mine est implacable et le groupe accepte à contre-cœur de trouver un plan pendant qu'elle fulmine contre le comportement de Chelsea. Après que Mine s'en aille pour exécuter ses propres plans, Lube propose une idée. Il suggère que Tatsumi utilise son armure Incursio pour se rendre invisible et se faufiler jusqu'au lac où Chelsea va se baigner. De cette façon, Tatsumi peut s'approcher suffisamment pour lui mettre un seau sur la tête pendant qu'elle ne regarde pas. Les garçons sont excités par le plan, ils se faufilent jusqu'au bord de l'eau, prêts à laisser tomber le seau sur la tête de Chelsea. Cependant, Chelsea a déjà perçu son approche et se transforme en Sue, son déguisement prenant Tatsumi par surprise. Il se fige sur place pensant que la silhouette dans l'eau est en fait Sue. Une fois que Tatsumi se retire de l'armure, Chelsea révèle sa véritable forme enveloppée dans une serviette. Ne refais jamais quelque chose comme ça, le prévient-elle. Tatsumi s'excuse humblement, reconnaissant pour ses paroles bienveillantes. Le comportement de Chelsea s'adoucit en voyant à quel point il est calme et elle se confie sur son passé. Chelsea avoue qu'elle a perdu tous ses coéquipiers lors d'une mission, la laissant comme seule survivante. Cette expérience l'a rendue protectrice envers ses nouveaux camarades car elle ne veut pas qu'ils subissent le même sort. Tatsumi, réalisant le poids de ses mots, essaie de la taquiner en l'appelant une sentimentale. Cependant, Chelsea rétorque rapidement, l'avertissant de ne jamais baisser sa garde avec elle. Tatsumi acquiesce, comprenant le message. Le lendemain, Esdith est escortée dans la capitale par Run, ses yeux scrutant les rues à la recherche de Tatsumi. Run remarque à quel point elle est devenue faible, tant physiquement qu'émotionnellement, et décide de la surveiller de près, inquiet pour son bien-être. Plus tard dans la nuit, dans une mine faiblement éclairée remplie de travailleurs, un groupe de bêtes dangereuses en forme de golem apparaît soudainement, semant le chaos en dévorant les travailleurs. Le chaos est palpable, et alors que la situation semble désespérée, leur contrôleur se révèle. Un homme non identifié se tient dans l'ombre, un sourire menaçant sur le visage, alors qu'il se prépare à se rendre à la capitale, planifiant son prochain mouvement. L'homme non identifié se rend dans une petite cabane au milieu de la forêt cette même nuit. À l'intérieur, il trouve un couple préparant le dîner pour la soirée. Sans hésitation, il ordonne à ces bêtes dangereuses de se régaler d'eux. Les tentatives désespérées du couple pour se défendre contre les créatures monstrueuses s'avèrent vaines, et tragiquement, ils perdent la vie face aux bêtes voraces. Le jour suivant, l'empereur convoque Esdith pour l'avertir une fois de plus des Night Raiders et de la menace qu'ils représentent. Esdith écoute attentivement, promettant d'éliminer les Night Raiders dès qu'ils se montreront. Avant qu'elle ne parte, le jeune empereur s'enquiert de son récent intérêt romantique, Tatsumi. Esdith le rassure, disant qu'elle croit qu'elle sera réunie avec lui à nouveau. Son ton reflète à la fois l'espoir et la détermination. Après sa rencontre avec l'empereur, le premier ministre Honest rencontre Esdith pour discuter de la curiosité croissante de l'empereur à propos de l'amour. Il révèle que l'empereur souhaite savoir ce que cela fait d'aimer quelqu'un. Passant à un autre sujet, il charge Esdith d'enquêter sur le parcours des récentes bêtes dangereuses qui ravagent les environs de la capitale. Il l'informe que Budo, le commandant en chef de la capitale, a déjà ordonné l'extermination de ces bêtes. Esdith promet d'abattre les bêtes et d'en capturer quelques-unes vivantes pour une étude plus approfondie. En attendant, elle demande au Premier ministre d'allouer une prime à ses guerriers combattant dans le nord. Plus tard dans la soirée, deux marchands se sont approchés des portes de la capitale, seulement pour être attaqués par les bêtes dangereuses. Juste à temps, Balls de l'équipe Jagger arrive et élimine rapidement les bêtes, sauvant ainsi les marchands effrayés. Wave et Seru le rejoignent bientôt, offrant du réconfort aux marchands ébranlés. Cependant, à leur insu, d'autres bêtes dangereuses sont encore en route. Heureusement, Esdith a déjà anticipé leur arrivée. Elle les gèle tous dans la glace, accomplissant sa mission avec une efficacité remarquable. Une fois de retour au palais, Balls prépare du thé pour Wave et Corum. En les servant, Wave soupire, exprimant son agacement envers les marchands qui avaient auparavant rejeté Balls malgré ses actions héroïques. Balls, cependant, balaie cela d'un revers de main, expliquant que ce n'est pas nouveau. Il était autrefois un monstre craint par les gens. Pour lui, c'est juste une promenade de santé. Wave est impressionné par la perspective de Balls et le félicite pour sa manière de gérer ces situations avec grâce. Alors qu'ils poursuivent leur discussion légère, la femme et la fille de Balls arrivent au palais. Après avoir trouvé son mari, elle lui remet un déjeuner qu'elle a préparé plus tôt et leur fille court avec enthousiasme jouer avec son papa. Wave et Corum regardent avec admiration Balls jouer dans la pièce avec sa famille, une image de bonheur et de chaleur. De retour à la cachette des Night Raiders, Tatsumi s'entraîne dur avec son armure. Incursio, sous les yeux attentifs de Sue, observe la technique et la force de Tatsumi, notant l'effort qu'il met dans chaque coup. Il saisit l'occasion pour enseigner à Tatsumi l'importance d'identifier les points faibles de ses ennemis avant de lancer une attaque. Impressionné par la démonstration de Sue, Tatsumi le félicite pour être à la fois fort et pratique dans leur entraînement.
Cependant, Sue répond humblement que c'est son but en tant que relique de faire les choses rapidement et efficacement. Cet aveu pèse lourdement sur Tatsumi, qui ressent une pointe de sympathie pour Sue, réduit à un objet. Il rassure Sue en lui disant que les autres le considèrent comme un camarade, en soulignant qu'il ne devrait pas sous-estimer sa valeur. Juste à ce moment-là, Akame arrive, les convoquant de retour à la planque. Lorsqu'on lui demande ce qui a motivé son appel, elle les informe des bêtes dangereuses qui terrorisent la capitale. Tatsumi et Sue se dépêchent de retourner à leur nouvelle planque, où ils rencontrent le reste des Night Raiders à l'entrée. Une fois que tout le monde est présent et installé dans leur repère terminé, ils se rassemblent pour leur première réunion. Najenda commence le briefing partageant des informations cruciales sur les bêtes dangereuses. Elle souligne les efforts de la capitale pour abattre ces créatures, mais avertit que la situation échappe à tout contrôle. Les Night Raiders doivent intervenir pour aider à réprimer les bêtes et protéger les innocents. Chelsea cependant suggère qu'ils devraient éviter d'aider la capitale cette fois-ci. Tatsumi contre son argument, rappelant à tout le monde que l'inaction ne ferait qu'entraîner plus de souffrance pour le peuple. Ces mots résonnent avec le groupe, incitant Chelsea à reconsidérer sa position et à se taire. Au milieu de la discussion, Sue remarque que le flyer de Tatsumi est tombé, faisant une blague légère qui provoque des rires autour de lui. L'atmosphère s'allège momentanément, mais Chelsea en profite pour s'approcher de Najenda, exprimant ses inquiétudes concernant la douceur de Tatsumi. Elle craint que s'il continue à montrer de la compassion, cela puisse finalement mener à sa perte. Dans la capitale, Esdith est vu caressant des fleurs délicates dans le jardin, perdu dans ses pensées. Ron arrive avec de nouvelles informations recueillies par leurs éclaireurs, révélant que les bêtes dangereuses étaient autrefois des humains. Il suppose qu'un imitateur du docteur. Stylish mène des expériences dangereuses sur des personnes, les transformant en ces créatures monstrueuses. Alors que Ron expose diverses possibilités, Esdith réfléchit aux implications, concluant que quelqu'un orchestre ces événements dans l'ombre. Dans une autre partie de la forêt, Seru et son fidèle relique Koro sont en pleine frénésie, abattant sans pitié les bêtes dangereuses qu'ils rencontrent. Leur férocité est palpable et Seru se délecte de la destruction des bêtes. Cependant, l'homme non identifié qui contrôle les bêtes dangereuses assiste à la mort de ses créations et commence à battre en retraite, réalisant que ses plans pourraient se défaire. Cette nuit-là, Tatsumi et Lube se lancent dans leur patrouille nocturne habituelle avant d'aller se coucher. Alors qu'ils traversent le flanc de la montagne, Tatsumi décide d'alléger l'atmosphère avec une question humoristique sur l'affection de Lube pour Najenda, se demandant s'il y a une histoire derrière leur relation. À la surprise de Tatsumi, l'expression de Lube change, révélant une histoire plus profonde. Lube commence à raconter son passé en tant que fils gâté d'un riche noble, où il trouvait la vie ennuyeuse et sans intérêt, puisqu'il avait tout ce qu'il voulait. Tout a changé lorsqu'il a rencontré Najenda pour la première fois, qui avait été affectée à la ville où il vivait. Ce fut le coup de foudre pour Lube, mais il a vite réalisé qu'il était trop faible pour qu'elle le remarque. Déterminé à gagner son cœur, il a rejoint l'armée et s'est entraîné rigoureusement, devenant finalement membre du Night Raid par amour pour elle. Lube exprime sa conviction qu'un jour, il fera en sorte que Najenda tombe amoureuse de lui. Tatsumi écoute attentivement, louant la détermination de Lube, mais lui rappelant aussi que s'il veut vraiment gagner l'affection de Najenda, il doit changer son attitude perverse. Lube se hérisse à ce commentaire, insistant sur le fait qu'il n'est pas si mauvais, mais après un moment de réflexion, il sort de sa posture défensive, réalisant que Tatsumi a peut-être raison. Ressentant le besoin de continuer leur patrouille, Tatsumi active son armure, Incursio, et commence à descendre la montagne escarpée à la recherche de bêtes dangereuses persistantes. À son insu, Esdith vole sur sa révolante dans la même région, scrutant la zone à la recherche de menaces. Par pure coïncidence, elle aperçoit quelqu'un au pied de la montagne. Son cœur s'emballe en reconnaissant Tatsumi, et elle dirige immédiatement Samantha vers le bas pour retrouver son amant perdu depuis longtemps. Tatsumi est tout aussi choqué de voir Esdith, son cœur battant à l'idée de cette rencontre inattendue. Leur moment de joie est rapidement interrompu lorsqu'un groupe de bêtes dangereuses apparaît, menaçant d'attaquer. Avant que Tatsumi ne puisse élaborer une stratégie d'évasion, Esdith passe à l'action. Avec ses compétences formidables, elle abat rapidement les bêtes, démontrant sa puissance et sa détermination à protéger Tatsumi. Une fois la menace neutralisée, Esdith reporte toute son attention sur Tatsumi. Ses yeux sont remplis d'un mélange de soulagement et d'affection. Lube sent un intrus approcher avec une aura rappelant celle du docteur. Stylish, se pourrait-il que ce soit son apprenti? Alors qu'Esdith s'enroule autour de Tatsumi, savourant leur retrouvailles, elle lui demande ce qu'il fait au pied d'une montagne si aléatoire. Tatsumi, se sentant piégé, lui demande de le laisser partir d'abord pour qu'il puisse expliquer. Lorsqu'elle refuse de le relâcher, il admet finalement qu'il s'entraîne à la montagne, combattant les bêtes dangereuses pendant son temps libre. Le sourire d'Esdith s'élargit face à son dévouement, et elle lui demande s'il a déjà rejoint l'armée révolutionnaire. Elle examine son corps pour voir des signes d'amélioration, et remarque que ses muscles se sont renforcés. Avec une douce tape sur la tête, elle l'encourage à continuer de devenir plus fort. Pendant ce temps, Tatsumi prie intérieurement pour que le moment se termine rapidement, ressentant le poids de leur relation compliquée. Malgré son affection, Esdith reste vigilante, sentant la présence de celui derrière les bêtes dangereuses. Soudain, l'intrus sort, sérieux et prêt à combattre Esdith et son jouet.
S10 exige des réponses, mais l'homme répond en invoquant son relique impériale, Shambra, et l'utilise pour les téléporter sur une île dans la partie sud-est de la capitale. Quelques instants après leur arrivée sur l'île, Tatsumi, encore sous le choc du changement soudain de lieu, supplie S10 de le pincer pour confirmer qu'il ne rêve pas. Au lieu de cela, elle l'embrasse, s'affirmant à elle-même qu'ils sont bien dans la réalité. Après le baiser, elle en profite pour expliquer le concept des reliques impériales à Tatsumi, supposant qu'il est trop naïf pour les connaître. Tatsumi, voulant cacher sa véritable nature, fait semblant de ne pas comprendre. Juste à ce moment-là, S10 invoque une montagne de glace qui les élève haut dans le ciel, leur permettant de contempler l'océan en dessous. Alors que Tatsumi regarde au loin, S10 le serre à nouveau dans ses bras, un sourire sur le visage. Cependant, le moment de tranquillité est brusquement interrompu lorsqu'une bête dangereuse géante apparaît. L'attitude d'S10 change alors qu'elle sourit, créant des pics de glace qui transpercent la bête sur tout son corps. La créature se relève sans être découragée et S10 invoque rapidement une grande bûche de glace pour frapper sa tête. La bête esquive l'attaque. Avec détermination, il plonge son épée profondément dans le cœur du contrôleur, le rendant inconscient. S10 regarde avec admiration Tatsumi faire preuve de bravoure et de compétence. Après son coup décisif, elle invoque un énorme rocher et l'utilise pour pulvériser la bête géante en morceaux, montrant ses incroyables pouvoirs de glace. Tatsumi est impressionné par la force et le contrôle d'S10 sur ses capacités. Après avoir vaincu la bête géante, S10 et Tatsumi trouvent un endroit serein sous un cocotier pour faire une pause et documenter leur découverte jusqu'à présent. Alors qu'ils sont assis ensemble, Tatsumi devient un peu trop animé dans leur conversation, se laissant emporter par ses mots. Heureusement, S10 est trop absorbée à dessiner un portrait d'elle-même et de Tatsumi ensemble pour remarquer sa gaffe. Le reste de la journée se passe dans la paix et le bonheur, les deux profitant de la compagnie de l'autre au milieu de la tranquillité de l'île. Alors que la nuit tombe, S10 se tourne vers Tatsumi et lui demande ce qu'il aimerait faire maintenant qu'ils sont seuls sur l'île. Tatsumi, ressentant un mélange d'appréhension et d'humour, lui dit de ne pas avoir d'idées farfelues. S10 rit de sa réponse et se lève, déterminé à trouver un moyen de retourner à la capitale. Tatsumi la suit, attendant secrètement une occasion de lui échapper. Ils explorent l'île pendant longtemps, fouillant ses moindres recoins. Finalement, ils tombent sur un trou lumineux violet dans le sol. S10 suppose que s'ils peuvent rester là assez longtemps, la porte pourrait se rouvrir un jour, leur permettant de rentrer chez eux. Curieuse à propos de Tatsumi, S10 profite de l'occasion pour en apprendre davantage sur lui. Elle lui demande de raconter son histoire et Tatsumi saisit le moment pour tisser une fable, une histoire qui n'est jamais arrivée. Alors qu'il raconte son histoire, il a une idée pas très brillante et demande à S10 de se joindre à leur mascarade, l'incitant à partager son passé également. S10 commence son histoire, révélant qu'elle était qu'autrefois la fille du chef d'une petite colonie dans le nord. Leur village se spécialisait dans la chasse aux bêtes dangereuses, vendant leur partie du corps aux nobles en échange de ressources. En tant que jeune fille, S10 était forte, et son père lui inculquait l'importance de la survie et de la force. Il lui disait souvent que seuls les faibles meurent, tandis que les forts survivent. Un jour, elle a été témoin d'une guerre entre des fourmis, un événement qui lui a laissé une impression durable. Son père est apparu ce jour-là, renforçant ses théories particulières sur la force et la survie. La vie était bonne pour S10 jusqu'à ce jour fatidique où elle est revenue à son village pour trouver son père mort, victime d'un raid par la race du Nord. Dans son dernier souffle, il l'a exhortée à rester forte et à se battre jusqu'à la fin. Après la mort de son père, S10 a voyagé jusqu'à la capitale, poussée par son désir de rejoindre l'armée. Elle a travaillé sans relâche pour gravir les échelons, devenant finalement la plus forte de l'armée de l'Empire. Intriguée, Tatsumi demande à S10 si elle ne combattait les nordistes que par vengeance. S10 secoue la tête, son expression sérieuse. Elle explique que ses motivations n'ont jamais été fondées sur la vengeance. Au lieu de cela, elle se battait parce qu'elle aimait tuer, c'était simplement dans sa nature. La révélation pèse lourdement dans l'air, et Tatsumi ressent un frisson lui parcourir l'échine. Sa curiosité éveillée, il lui demande à propos de son relique impérial. En réponse, S10 place sa main sur l'insigne sur sa poitrine. Elle commence à raconter son passé, expliquant qu'avant d'obtenir sa relique, elle en avait cherché une auprès du Premier ministre une nuit fatidique. Lors de sa visite, elle a testé plusieurs reliques normales, mais aucune ne lui convenait. Frustrée, elle prit la décision audacieuse de boire le sang d'une bête dragon qui contrôlait la glace, une relique connue pour rendre fou la plupart de ses buveurs. Cependant, S10 révèle qu'elle a pu boire le sang et contrôler ses effets engourdissants, un témoignage de sa force et de sa résilience. Tandis que Tatsumi écoute son histoire, une réalisation accablante l'envahit. Il comprend qu'il ne peut pas retourner S10 contre l'Empire. Elle est une tueuse née, quelqu'un qui croit fermement à la philosophie de la force. Le poids de sa nature et sa loyauté envers l'Empire pèsent lourdement dans l'air entre eux. Pendant ce temps, de retour dans la capitale, leur attaquant, le fils du Premier ministre, se réveille de son sommeil. Il libère le sort de téléportation qui avait confiné S10 et Tatsumi. À ce moment-là, Tatsumi aperçoit une révolante à proximité et incite S10 à la poursuivre. Comprenant l'urgence, elle se précipite pour trouver l'arrêt. La sortie qu'il cherchait apparaît soudainement devant eux. Tatsumi contemple ses options, déchiré entre fuir vers la sécurité et rester avec S10. Finalement,
il l'appelle, l'exhortant à le suivre. Alors qu'Esdith se matérialise au pied de la montagne, elle réalise rapidement que Tatsumi a disparu. Une vague de déception l'envahit alors qu'elle scrute la zone, espérant l'apercevoir. Dans ce moment de solitude, elle se promet qu'elle rencontrera Tatsumi à nouveau. Cependant, Tatsumi, maintenant loin, sait que lorsqu'ils se rencontreront à nouveau, ce sera probablement sur le champ de bataille. Cette pensée lui donne des frissons alors qu'ils luttent avec la réalité de leurs chemins divergents. Le lendemain, Chelsea se déguise en domestique, utilisant sa relique impériale pour infiltrer la résidence d'un politicien corrompu. Alors que le politicien regarde les habitants de la capitale depuis sa fenêtre, Chelsea saisit l'opportunité. Avec précision, elle utilise ses aiguilles empoisonnées pour sectionner une artère vitale alimentant le cerveau du politicien en sang, le tuant instantanément. Wave et Seryu de la Jaeger Force arrivent sur les lieux, prêts à protéger le politicien. Cependant, ils sont confrontés à la vue macabre de son corps sans vie, et le tueur a déjà disparu sans laisser de traces. À leur insu, Chelsea s'est transformée en chat. Chelsea retourne à la cachette des Night Raiders pour rapporter sa mission réussie. L'équipe se rassemble alors qu'elle partage les détails, et Mine exprime sa surprise face à la capacité de Chelsea à réussir. Elle félicite Chelsea pour sa force, mais le moment est rapidement suivi de taquineries ludiques de la part des autres. Akame, cependant, rappelle au groupe que le succès de Chelsea signifie que le groupe Jaeger les poursuivra plus agressivement que jamais. Lub et Leon en profitent pour se moquer de Tatsumi, le taquinant à propos de sa récente sortie nocturne avec la sadique Esdith. Tatsumi les supplie d'arrêter les taquineries, mais Leon est implacable, appréciant beaucoup trop la plaisanterie. Juste à ce moment-là, Najenda, leur patronne, revient de la douche, prête à discuter de son ancienne partenaire Esdith. Tatsumi, confus, demande l'âge de Najenda, ce qui provoque une révélation surprenante. Elle est encore dans la vingtaine. Tatsumi exprime sa surprise quant à sa jeunesse, mais Akame intervient rapidement, l'avertissant de ne plus jamais demander l'âge d'une femme. Alors que la conversation continue, la nourriture est enfin prête et Akame se précipite pour manger, laissant Tatsumi par terre. Pendant ce temps, ailleurs dans la capitale, Seryu est en pleine frénésie, ayant capturé et tué 3 voleurs de nourriture. Bien que leur crime ait été de voler de la nourriture, la brutalité de Seryu... Salut tout le monde! Le lien vers la partie 2 de cette histoire est dans le commentaire épinglé.